Donc là, je t'ai pas menti, hein, Ah non, on a non. mis, on a mis les bouchées doubles. On va discuter un peu de ce qu'on avait déjà discuté. Il y a certains trucs, on va peut-être pas, tu vois, ton background, on va peut-être pas aller trop en détail. Mais dis-nous un petit peu, donc pour ceux vraiment qui connaissent, qui t'ont jamais connu, etc., c'est quoi ton background? Donc pour ceux qui me connaissent... Fais-le en résumé, hein, parce Ouais, que je ouais. sais que ça peut être super Non, long. non, surtout qu'on va rester 2 heures. Enfin, qu'on a que 2 heures. Donc, comme tu le sais, je m'appelle Adlan Draou. Je suis né, j'ai grandi à Mons. Environnement pas du tout entrepreneurial. Au contraire, très mauvais élève, pour faire le résumé du Mhm. résumé. Et en fait, je découvre l'entrepreneuriat lors d'un voyage aux États-Unis à l'âge de 17 ans. Et là, je me prends une claque mentale et je décide d'entreprendre. Voilà le résumé. Ok. Tu voulais un truc court? Non, je réfléchis parce que je sais que c'est très long. Ouais. T'as été droit au but. Ouais, donc t'es parti. C'était où à Miami? J'ai été à Miami la première fois. Ouais. C'était à Miami et ça t'a mis une claque. Ouais, ça m'a mis une claque parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je ne savais même pas qu'on pouvait être son propre patron. Je ne savais pas qu'on pouvait créer son entreprise. J'étais tracé pour travailler pour quelqu'un. Surtout que t'as grandi à Mons. Bah, justement, c'est parce que j'ai grandi à Mons que j'étais tracé pour faire ça. Euh, c'est pas mauvais, hein, de travailler pour quelqu'un. Beaucoup de gens travaillent pour Ouais, moi ouais, mais il aujourd'hui, y en a, c'est leur mais truc. mais en tout cas, je me reconnaissais pas là-dedans. Mhm. Et c'est vraiment c'est vraiment le rapport aux États-Unis qui m'a fait changer complètement de vision sur la vie et qui m'a fait découvrir finalement ce que je voulais faire. Et ça, parce que moi aussi, je l'ai vécu quand je suis parti à New York, ça m'a mis une claque. Et je me rappelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? En fait, en Belgique, on est en train de dormir. Clairement. Et il y a des dingueries qui se passent dans le monde. Et ça, pour moi, c'est pas nécessairement relié à l'Amérique, hein. Je pense qu'il y a d'autres pays, même en Europe, qui sont plus entrepreneuriales. Même, on va prendre l'exemple de l'Angleterre, hein. Clairement. Est-ce que toi, il y a un autre pays où tu as eu ça? Non, je l'ai eu après quand je suis parti au Congo parce que comme c'est un peu c'est l'économie de la débrouille. Donc en fait tout le monde est un peu entrepreneur finalement. Tu sais, il y a personne qui, enfin personne. Il y a peu de gens qui vivent de l'économie réelle, officielle. Ils vivent tous de l'économie un peu parallèle. Et donc finalement, ce sont tous des entrepreneurs à leur niveau. Et donc là aussi, j'ai eu un nouveau souffle et une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, finalement, ceux qui entreprennent, ceux qui n'ont pas le choix. Et moi, j'avais pas le choix non plus. J'étais mauvais à l'école. C'était ça ou l'usine. Et encore une fois, c'est tout à fait honorable d'aller travailler à l'usine. C'est juste que moi, je me voyais pas là-dedans toute une vie, quoi. Et donc, entre le moment où tu as le déclic aussi et le moment où, parce que tu viens de mentionner le Congo, il y a quelque chose qui se passe parce que j'imagine tes parents ils sont pas super chauds. Ok, ils savent que t'es pas très fort à l'école, mais ils veulent quand même que tu termines quoi. Ouais, enfin, ils savent que je suis pas très fort à l'école. J'ai raté 4 fois ma quatrième, donc j'ai envie de te dire. Mais donc toi tu reviens, c'était factuel. t'as la claque, qu'est-ce qui se Ouais, passe? moi je reviens et en fait je sais que si j'ai pas l'équivalent du bac, je pourrais pas entreprendre. Ça je le sais. Parce que tes parents vont pas te Parce laisser. que mes parents me laisseront pas et puis ça mettrait trop de pression autour de ma famille. Et donc je décide de passer le jury central, donc finalement le CESS, donc le bac en candidat libre. Donc le jury central ça te permet de Ça me rattraper les 4 années, Ouais, si tu réussis l'examen. voilà, de tout rattraper. En fait je finis, je suis diplômé à 18 ans. Et donc tu réussis, c'est ça? Je réussis, ouais, je réussis. Donc ça fait 4 ans tu rates, Ouais. et tu vas à Miami, Ouais. t'as une claque, la claque est assez forte pour que tu te dises, tu sais quoi, je vais réussir. Ah ouais, Et tu complètement. dis en fait plusieurs années de cours en une année, et tu passes En moins d'une année, parce que je rentre de Miami fin août, je m'inscris au jury central début septembre, et j'ai mon diplôme courant du mois de novembre. Donc en beaucoup moins de temps que ça. Mais il y a une raison simple, c'est que j'échouais pas à l'école parce que j'étais bête ou que j'étais limité. J'échouais à l'école parce que rien ne m'intéressait. Ouais. Et ça, c'est aussi un point assez important avec mes parents, c'est que eux n'ont jamais douté de mes capacités intellectuelles. Et ça aide aussi, parce que t'es pas rabaissé en permanence. T'es rabaissé à l'école et ton environnement te rabaisse, mais finalement ta cellule familiale te rabaisse pas. Et ça aide quand même beaucoup à prendre confiance en soi et à se dire, en fait, pourquoi pas en 3 mois. Et finalement, tout le reste de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pourquoi pas faire ça, et pourquoi pas créer cette boîte, et pourquoi pas... c'est avant tout croire en ce qu'on est capable de faire. Et c'est quoi la première, donc auquel tu réussis, etc. Mais j'imagine, ok, ils te disent, vas-y, si tu veux devenir entrepreneur, fais ce que tu veux, mais c'est pas vraiment fais ce que tu veux, c'est tu dois encore prouver, on connaît très bien les parents, comment ils sont. Donc c'est quoi ta première initiative, on va dire, entrepreneuriale, les premières choses que tu essayes de faire? Alors, il y a 2 choses. Moi, je me dis, il faut que je prenne mon diplôme pour repartir aux États-Unis. C'est vraiment mon objectif premier.
et dans un cadre universitaire, comme ça rassure mes parents, etc., en sachant très bien qu'en vrai, c'est une excuse pour aller entreprendre là-bas. Finalement, ça se fait pas parce que c'est trop cher et on trouve une alternative ici en Belgique avec une université anglo-saxonne, University of Wales, qui avait sa business school ici. Et ce que je fais en fait en parallèle, c'est que j'ai commencé avec un produit, je pense que j'en ai jamais parlé, mais ceux qui me connaissent d'avant le savent, j'ai commencé avec un produit qui s'appelait les moussis. Je sais pas si je t'en avais parlé ou pas. Je pense que mais en podcast, je pense que vraiment, j'en ai jamais parlé. Et ça a été mon premier, on va dire, vrai business, entre guillemets. Donc, les moussis, en gros, c'est une boisson maltaise sans alcool, pour faire large, une bière sans alcool, avec plein de goûts. Donc, le producteur de cette boisson, c'est Heineken. Mais c'est une boisson qui est très populaire au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Dubaï, etc., à l'époque surtout. Et moi, je me fournis auprès de Heineken, donc Pays-Bas. C'est là où ils la produisent, en fait, de là ils l'exportent. Et moi je l'achète là, sauf que je dis à tout le monde que ça vient de là-bas. Comme ça j'évite la concurrence, etc. Je dis j'importe ça de... Mais tu dis ça parce que tu dis ça comme si tu avais une entreprise derrière toi avec la crédibilité. Non, j'avais aucune crédibilité, mais parce que tu contactes Heineken, tu leur dis je vais acheter une palette, parce que j'imagine tu peux pas acheter une caisse, c'est une palette minimum. C'est exactement ça. Donc en fait je commande une dizaine de palettes que je stocke dans le garage de mes parents. Ça aussi c'était toute une histoire. Une dizaine de palettes plus ou moins, ouais. C'est là ce que je commence avec ça. C'est un grand garage. Donc, c'est un grand garage, ouais, à Mons on a de l'espace. Mais je stocke et dans le garage et dans la cave. Et en gros je prenais tout l'espace. Mon père en était pas content, mais bon. Et ce que je fais, c'est que je vends à tous les night shops de la région. Alors, business model un peu foireux en vrai, parce que j'utilise la voiture de société de ma mère. Donc, en fait, je paye pas l'essence, le carburant pour livrer. Mais en vrai, si j'avais dû le payer, je gagnerais pas d'argent. Je stocke chez mes parents, alors que normalement, j'aurais dû stocker, dans un entrepôt. Et donc, j'ai quasiment pas de charge fixe, en fait. Donc, le business model était biaisé, je gagnais de l'argent, mais il était biaisé parce qu'en fait, toutes les charges qui normalement étaient inhérents à ce business, je les avais pas. Et tu n'avais pas non plus de vrai business? Non, tu veux dire j'avais pas de société, c'est ça que tu veux dire? Non, mais j'utilisais la société de quelqu'un que je connaissais. Ah, donc tu étais quand même dans le légal oui, en partie, pas totalement, mais en partie. J'avais pas les moyens de créer une boîte à ce moment-là, et aujourd'hui tu peux créer une boîte avec 1 euro. Tu peux mettre un capital d'1 euro et tu peux créer ta boîte. C'était pas le cas à l'époque, il fallait 18 600 euros de capital, et je les avais pas. Et donc en partie, en fait, pour commander chez Heineken, je devais passer par des factures. Et donc j'avais un ami qui avait une société, enfin un ami à mon père, et lui en fait achetait pour moi, et après on s'arrangeait, quoi. Mais donc je faisais tous les night shops de Bruxelles, de Mons, de Charleroi, de Lille, et je leur vendais les moussis. Ça marchait assez bien. Maintenant, le problème... Et eux, ils trouvent ça normal que t'as un gars qui arrive, il ouvre son coffre et il dit voici. Ah bah oui, ouais, c'est vrai. Mais totalement, même jusqu'à aujourd'hui, tu peux leur vendre des... Eux, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est un bon rapport qualité-prix et un produit que les clients vont pas trouver ailleurs spécifiquement, etc. Donc, totalement. Je vendais pas à Deleuze ou à Colruyt, tu vois. Mais je vendais pas à des grossistes qui revendaient au night shop. Je vendais vraiment du un par un. T'allais direct porte à porte. Direct. Et ça m'a vraiment forgé parce que, j'ai appris la vente directe. Et deuxièmement, j'ai surtout appris à recevoir des noms. Tu sais, je me souviendrai toute ma vie, il y a une rue à Lille où il y a tous des night shops et des restaurants. Je crois que c'est à Oisem, pour être exactement pas à Lille, mais ce soir-là, je me suis pris 100% de noms. Ah ouais. Donc je les faisais tous un par un. Donc j'allais dans un commerce. Non. Je ressortais, j'allais dans un commerce. Non. Je crois que j'ai pris, sans exagérer, 20 noms. J'ai pris aucun oui ce jour-là. Après 20 ans, tu te dis pas, est-ce que je vais pas dans le mauvais sens? Si, tu te remets en question. Maintenant, la remise en question, elle est plus... En quoi j'ai mal vendu le truc. C'est surtout ça. C'est pas tant est-ce que le produit est bon ou pas. T'es quand même convaincu de continuer, c'est juste comment tu peux améliorer la vente. Oui, parce que je le vendais. Donc c'est pas comme si personne me l'achetait. Donc je me dis, bon, il y a des ventes, on me le recommande de plus en plus dans les night shops où je le vends. Donc qu'est-ce qui fit pas avec le marché en France? Parce que du coup je le vendais en Belgique, mais là on était en France. Peut-être le prix, souvent c'était le fait que ce soit des bouteilles en verre aussi, ça bloquait. Ils préfèrent des canettes. Donc il y avait plein de petites choses et on essayait d'adapter. Mais je t'avoue, quand tu finis avec 20 noms, que tu as passé toute la soirée là, t'es dégoûté. Mais ça t'apprend que l'entrepreneuriat, c'est pas que des oui, c'est pas que des réussites. Mais ça t'apprend la réalité des choses. Ah ouais, complètement. Tu sais tout de suite si c'est pour toi ou pas. Ouais, et t'apprends à mettre ton ego, etc. de côté, parce que c'est dur, recevoir des noms. Déjà un nom, alors 20, je crois que c'était même plus que 20. C'était vraiment, tous les commerces, ils sont l'un à côté de l'autre, et personne voulait de mon produit. Mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, tu as continué. Parce que tu vois, tu dis, tu n'aimais pas l'école, mais tu aimais bien l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pas juste, tu pensais, mais tu as testé, tu as vu que c'était compliqué.
t'as aimé. Aujourd'hui, tu vois, on vend quand même l'entrepreneuriat comme un rêve, comme si on commençait l'entrepreneuriat et bim, on pète les millions tout de suite, Ouais, alors que les gens ne se rendent pas compte que derrière, il y a énormément de travail, que c'est pas glamour du tout. clairement. Euh, c'est quoi aujourd'hui la réalité quand parce que tu sais que tu rencontres aussi des jeunes, etc. Comment ils viennent, ils te disent, ouais, je vais faire un business. Comment tu fais pour ne pas non plus mettre un stop, tu vois ce que je veux dire? Mais les encourager, mais pas non plus les pousser dans une désillusion où ils essayent un truc où ils sont pas bons pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que comme l'entrepreneuriat s'est démocratisé avec les réseaux sociaux, etc., beaucoup de jeunes pensent qu'ils peuvent être entrepreneurs, mais c'est pas fait pour tout le monde, pour être tout à fait honnête. La première question, je pense, que je pose, c'est pourquoi tu veux entreprendre? Si ta réponse, c'est parce que j'ai envie de vivre à Dubaï et en gros faire du jet ski, je suis pas sûr que c'est le bon mindset pour entreprendre parce que peut-être qu'un jour tu vivras à Dubaï et tu feras du jet ski, c'est vraiment ton ambition, mais ça prendra du temps, de la résilience, de l'échec, de la correction après l'échec, de recommencer, d'accepter aussi de ne pas arriver au plan que tu voulais, l'adapter, etc. Et si t'as pas si t'as pas ce mindset dès le début et que tu comprends pas que l'entrepreneuriat c'est d'abord se prendre des portes et que c'est long, c'est une course de fond, hein. C'est pas on a été trop biaisé aussi, pas que par les réseaux sociaux, hein, par aussi les quelques milliardaires des GAFAM qui sont arrivés ces dernières années. Ils représentent rien, ils représentent 0,0000001% des entrepreneurs. Un Mark Zuckerberg qui devient milliardaire à moins de 30 ans, c'est un épiphénomène en fait. T'as plus de chances si tu travailles d'être un Warren Buffett et de le devenir à 50 ans, 60 ans, mais c'est vrai, hein, qu'être un Mark Zuckerberg en fait. Et ça, c'est un peu comme le foot finalement. Tu vois, c'est vraiment, hein, il y a autant d'entrepreneurs qui réussent que de footballeurs qui jouent. C'est la même chose, c'est pour ça que je te pose la question, parce que tu vois, il y a un moment où tout le monde voulait, même jusqu'à maintenant, il y a comment ils appellent ça, le plan Kylian Mbappé, Ouais. où dès que quelqu'un a un enfant qui est un garçon, ils ont un plan dès qu'il naît. C'est compliqué. Mais c'est pas le bon fit, tu vois, c'est ça le non, truc. en fait, c'est pas le bon fit pour tout le monde. C'est ça. Donc ça, il faut le comprendre assez vite pour pouvoir aussi, dans ta vie, pivoter et pas perdre des années bêtement à t'acharner sur quelque chose. Mais je t'ai dit, si t'es pas résilient, déjà, c'est la base. Si t'es pas prêt aussi à encaisser le stress, parce que c'est énormément de stress et de fatigue. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une course de fond. Parce qu'en fait, c'est long, fatigant, répétitif. Tu dois gérer beaucoup de problèmes. Honnêtement, 90% de mon quotidien, c'est des problèmes. Et oui, la finalité potentielle de tout ça, et c'est même pas garanti, c'est une certaine réussite financière. Parce qu'on va pas se mentir, réussir dans l'entrepreneuriat, le KPI principal, c'est quand même l'aspect financier. Si tu as créé une boîte qui aujourd'hui vend des milliards de produits et que toi, tu n'en gagnes pas un euro, c'est pas normal. Tu vois mais c'est pas évident. C'est pas évident et autant j'encourage pas l'entrepreneuriat. Ouais, c'est compliqué. Mais surtout en Belgique, tu es dans une position où tu veux quand même encourager parce que en Europe, on met un peu des bâtons dans les roues généralement, on pousse pas vers l'entrepreneuriat. Donc c'est compliqué. Oui, mais on peut aussi, tu vois, trop pousser l'entrepreneuriat et à dire à tout le monde qu'en fait, c'est ouvert à tous. Tu peux aussi tuer des carrières et peut-être même finalement, tu vois, dans l'écosystème dans lequel tu vis, des gens qui auraient été très compétents dans un autre domaine, qui ne le seront jamais et qui n'auront jamais développé leur full potentiel parce qu'ils ont été se perdre dans l'entrepreneuriat qui n'est pas fait pour eux. C'est ça. En fait, il y a des gens qui ont un profil où ils pourraient être un très bon numéro 2, numéro 3 dans une grande entreprise comme un Facebook. Clairement. Ou quelque chose comme ça, mais ils vont se pousser dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Clairement. Ils vont se casser la figure et après ils vont te dégoûter en fait. C'est malheureusement la finalité dans laquelle beaucoup de gens vont aller aujourd'hui. Parce que, je te dis, les réseaux sociaux biaisent quand même beaucoup. Alors qu'on fait partie aussi de ces réseaux sociaux. On poste des vidéos, bien sûr. etc. Mais on essaie quand même de délivrer de la valeur et d'être un peu qualitatif. Mais l'idée, c'est pas d'encourager tout le monde. Pas du tout. Ok. Et toi, du coup, on parle là de failure, on va dire. C'est quoi ton premier échec? Mais parce que là, donc, tu vendais, tu as fait quelques petites initiatives avant de partir, parce que tu voulais partir aux États-Unis, ça n'a pas été possible, question financement. Tu as eu ton diplôme, je pense, après, mais en Belgique, c'est ça? En Belgique. En Belgique. Tu as ton diplôme, tes parents sont contents, tu as fait ce qu'ils voulaient faire, tu as fait des petites aventures entrepreneuriales. Ok, donc tu sais que c'est sûr que c'est ça que t'aimes, tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu fais là?
T'as tout ce qu'il faut. Parce que t'as toutes les options devant toi. Oui, enfin, c'est relatif, j'ai toutes les options. En tout cas, l'option qui me va le moins, c'est de rester en Belgique. Ouais. Encore une fois, à l'époque, on parlait beaucoup moins d'entrepreneuriat qu'aujourd'hui. Comment dire, le système dans lequel on vit poussait pas du tout à l'entrepreneuriat. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est le cas, mais c'est déjà un peu mieux. Et, et donc je me dis où est-ce que je peux partir finalement. J'ai eu la chance pendant mes études d'avoir eu des amis congolais de là-bas, donc pas des Congolais qui sont nés ici mais de là-bas. Et en fait pendant mes études je pars faire un stage au Congo et donc je découvre le pays pour la première fois. Et en plus je pars faire un stage chez le père d'un ami qui est entrepreneur dans le bâtiment, enfin il construit des routes etc. Il est ingénieur civil à la base, un Italien. Et donc j'ai le prisme de l'entrepreneur parce que je vais dans ce cadre-là avec son père qui a créé sa boîte là-bas. Et deuxièmement, en fait je me rends compte qu'il y a tout à faire dans ce pays. Et donc je me dis, j'ai des amis, j'ai des contacts là-bas. Ok, le Congo, ça vend pas du rêve au premier abord, mais en fait, il n'y a pas tant d'entrepreneurs que ça. Tu vois, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, parce que j'ai commencé l'interview en disant que j'ai découvert aussi un autre aspect de l'entrepreneuriat là-bas. Mais c'est vrai, ma petite échelle, mais ça ne me percute pas tout de suite. Tu vois ça. Mais par contre, je me dis, il y a tout à faire. En fait, il y a plein de choses qui ne sont pas organisées. L'État est quand même globalement défaillant. Il faut poser les mots aussi, tu vois. Donc, il y a potentiellement dans le privé beaucoup de choses à faire. Et quand je reviens et que je prends mon diplôme, quelques années plus tard, je me dis, vas-y, on part au Congo. Comme je disais, j'ai des connexions là-bas. Et je pars et je suis logé, nourri chez une amie pendant bien 2 ans, 1 an et demi, 2 ans quand même. Attends, donc combien de temps t'es resté au Congo? 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Ouais. Et tu vas là-bas à quel âge? J'ai 22, 23, 22, 23. Ouais. Tu passes quand même de je vais aller à New York à je vais aller dans un pays où t'es pas, c'est pas ton pays, quoi. Non, mais New York non plus, c'est pas mon pays. Ouais, mais, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui et non, parce que tu vois, il y a aussi un truc, c'est que je me sens pas. Je suis quand même d'origine algérienne, donc d'Afrique, même si c'est l'Afrique du Nord. Et la vérité, je me sens pas perdu quand je suis au Congo. Tu sens plus chez toi là-bas que... Ouais, tout autant. Ouais. Tu vois, en fait, quand j'arrive, ok, c'est très très différent de l'Afrique du Nord, rien à voir l'Afrique centrale, mais je me sens pas déconnecté, tu vois. Surtout que j'ai grandi aussi dans un pays où on a eu la chance d'avoir de vivre dans un environnement multiculturel. Et donc, tu vois, c'est pas mes premiers contacts avec les Congolais. Même la première fois que je vais pendant mon stage. Je veux dire, j'ai grandi avec des amis congolais, dans leur famille, etc. Donc, c'est pas choquant, tu vois. Je connais la nourriture, je connais les mentalités, etc. Et je pense que ça aurait été peut-être plus dur d'aller en Chine, par exemple. Je pense que ça aurait été beaucoup plus violent. En plus, ça parle français aussi au Congo en partie. Donc, je me sens pas complètement déraciné quand je vais là-bas, au contraire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose quand tu arrives à l'aéroport ou bien quand tu es encore avec tes bagages qui te choque et tu te dis que j'ai fait la bonne décision ou pas? C'est cliché ce que je vais dire, mais la pauvreté. La première chose, après on s'y habitue, après ça devient la norme, mais ouais, la première chose qui me choque, c'est la pauvreté. Les gens... Et tu le vois partir d'où? Dès l'aéroport? Ouais, là tu arrives à l'aéroport, tu as tous les chégués qui arrivent dans le parking pour te demander de l'argent, etc. Mais vraiment, c'est pas violent, s'ils sont pas violents, mais ils sont oppressants. Et la première fois que tu vois ça, en fait, j'avais jamais fait l'Afrique noire, j'avais jamais fait l'Amérique latine ou ce genre de choses, donc j'avais jamais été face à la pauvreté absolue, quoi. Ouais. Tu vois. Je vais pas dire qu'en Algérie c'est la gloire où les gens vivent tous comme des princes, mais c'est pauvre. Mais là vraiment c'était tendu, quoi. Les gens ils vivent dans des petites maisons en tôle, littéralement de la tôle. Il y a un coup de vent, la tôle elle saute, quoi, tu vois. Et puis ça met aussi toutes les choses en perspective, parce que tu te dis tu comprends pourquoi la majorité des gens veulent venir en Europe. Mec, tu vis dans une tôle, ta toilette c'est un trou. Je serais le premier à prendre le bateau, à prendre l'avion, peu importe, à risquer ma vie pour partir, c'est compliqué. Et donc c'est la première chose qui m'a frappé, ouais. Et puis aussi la différence, que moi j'arrive dans un contexte un peu luxe. Tu vois, moi j'arrive pas dans un contexte au début. Après quand on a pris notre envol, on est descendu au niveau social à un moment donné, mais c'était voulu. Mais aussi cette différence entre la minorité riche, qui n'est pas une minorité qui spécialement tous se volent et prennent l'argent, détournent l'argent, c'est pas vrai. Il y en a, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui ont fait leur argent aussi dans l'entrepreneuriat et qui même profitent finalement. Ça profite aussi à la population. Mais entre cette minorité riche dans laquelle j'évolue au moment où j'arrive et la réalité du terrain, c'est violent. Tu vois quand même l'opportunité. Tu vois, parce que moi je me mets à ta place et je me dis,
Tu vois, quand je veux lancer une entreprise, je regarde, ok, tu fais une étude de marché, tu dis est-ce que les gens ont les moyens ou pas. Tu me dis les gens sont pauvres, ok, il y a du monde, etc. Mais comment tu peux créer une entreprise si personne n'a les moyens d'acheter? Ils ont toujours les moyens d'acheter à minima. Et les gens, ils doivent quand même se nourrir à minima, se loger à minima, se laver à minima, s'habiller à minima. Enfin, la masse comble tout ça, je pense. Mais t'as déjà quelque chose en tête quand t'arrives ou vraiment tu vas découvrir? Non, j'ai quelques pistes à ce moment-là. C'était principalement l'importation. C'est ce que je te dis, les gens doivent quand même se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'ils consomment? Du riz, des oignons. Donc, vraiment, j'analyse tout ça. Le poulet, qui est majoritairement importé. Tu vois, c'est ultra cliché ce que je suis en train de te dire, mais c'est vrai. Et donc, tu as 17 millions d'habitants à Kinshasa. Les 17 millions, ils consomment plus ou moins la même nourriture, dont cette nourriture, à 60%, si pas plus, honnêtement, est importée. À part le pundu et certains poissons et encore, tu vois, tout est importé presque, dans ce qu'ils mangent quotidiennement. Donc, ils doivent quand même manger quotidiennement. Et donc, je me dis, bon, on va importer. Et c'est ça ma première idée. Je me dis, je ne vais pas trop me casser la tête, il ne me faut pas trop de travailleurs, etc. Je vais juste importer, vendre, importer, vendre. Sauf que je me rends vite compte que c'est compliqué parce que on joue pas, je te dis, avec les mêmes règles. J'étais encore naïf à ce moment-là. Tu vois, j'étais là plein de... Je pensais que ça fonctionnait comme en Belgique, ça fonctionnait pas comme en Belgique. Et donc, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la corruption. Encore une fois, il faut dire les termes, il faut dire les mots. Il y a la corruption qui gangrène complètement l'économie. Et donc, la corruption, ça passe aussi par d'autres acteurs importent, mais ne payent pas de taxes, ne payent pas de douane, parce qu'ils s'arrangent, ils payent des miettes, et voilà. Et puis deuxièmement, il y a aussi, c'est un peu technique, mais le port à Kinshasa, c'est un port en eau, c'est pas un port en eau profonde. Donc tous les bateaux ne savent pas rentrer dans ce port. Et donc ça va à Pointe-à-Pitre, qui est à Brazzaville, enfin Congo-Brazzaville, l'autre Congo. Et puis ça décharge dans des plus petits bateaux, et puis les plus petits bateaux arrivent seulement. Sauf que ça coûte de l'argent, cette manutention. Et donc tu as un surcoût qui se met en plus, etc. Très compliqué. Et donc finalement, tu gagnes pas grand-chose. Donc oui, l'idée est bonne, en théorie, mais en pratique, catastrophique. Parce que tout le monde joue avec des règles différentes. Tout le monde joue sans règles, surtout. Donc, sauf toi. Parce que tu es nouveau, parce que tu es naïf, parce que tu connais pas tout le monde, et en fait, tu crois que tu vas juste payer tes taxes et ça va passer. Même savoir les taxes exactes que tu vas payer, c'est compliqué. Tu as une nomenclature, donc, comme dans toutes les douanes. Donc, en gros, c'est le pourcentage de taxes par produit. Tu regardes le produit que tu importes, et en fait, quand tu reçois la facture des douanes, c'est 3 fois le prix qui est indiqué. Va négocier, va discuter, va leur dire c'est pas comme ça. Mais donc, tu as quand même tenté de faire de l'import. J'ai ramené plusieurs fois. Financièrement, ça allait pas. Non, financièrement, j'ai pas perdu d'argent, mais je gagnais des miettes. Ouais, et tu mettais beaucoup d'énergie. Exactement. Donc, et encore une fois, le business model il est biaisé parce que je gagnais peu, mais encore une fois, j'avais aucune charge. Je vivais gratuit, je dormais gratuit. Donc tu récupérais ton argent difficilement. Exactement. Et en plus, ça aurait pu être pire. Voilà, exactement. Et donc je me dis, ma réflexion à ce moment-là, c'est ok, importer, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'on essaie au maximum de produire local. En tout cas. Donc, ce qui est drôle, c'est que tu te dis pas, ah non, en fait, on joue pas avec les mêmes règles, je me tire. Non, jamais. Tu vois. Donc là encore, tu soulignes la persistance qui est nécessaire. Bien sûr. Mais moi, je suis joueur et j'ai envie de gagner. Tu vois. Donc non, jamais. On s'adapte. Et donc, tu sais, c'est Darwin. C'est l'adaptation qui fait que tu survis. C'est pas l'inverse. Donc tu te dis, ok, sur place, on va fabriquer des choses sur place. Exactement. Okay. Donc je me dis, il faut, en tout cas, que ce soit du service ou du produit, il faut que ce soit au maximum en local, parce que sinon ça va être compliqué. Mine de rien, j'ai pris de l'expérience dans l'importation, je commence à connaître les gens des douanes, etc. Donc j'élimine pas totalement l'importation parce que je me suis fait les dents sur ça. Et l'idée, elle me vient tout simplement, c'est que, encore une fois, je regarde la masse, je me dis, il y a 17 millions de personnes, les gens n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules, ils doivent se déplacer pour travailler, pour voir leur famille, etc. Kinshasa étant une ville gigantesque. Ces gens-là doivent se déplacer, l'offre publique des transports, elle est inexistante, catastrophique. Je l'ai prise, donc je l'ai vécue. Donc, en gros, tu as soit les bus officiels comment dire, du gouvernement là-bas. Là, tu as des heures de fil, je les ai pris, je peux dire que c'est des heures de fil pour des bus scandaleux. Tu vois, c'est des bus de fin de vie, ici, de la STIB, la TEC, la RATP, enfin peu importe, qu'on envoie là-bas.
Ou alors tu as ce qu'on appelle les esprits de mort, que j'ai pris aussi, entre autres. Et donc les esprits de mort, c'est des camionnettes. C'est quoi? Bah, ils appellent ça des esprits de mort parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec ça et que Ok. quasiment tout le monde meurt dedans. Donc là, il y a la file aussi ou pas pour, Il y a la file aussi, ouais, évidemment. Ok. En fait, le Congo a beaucoup de recul sur sa vie, c'est pour ça. Il est très drôle d'ailleurs aussi. Donc ils ont nommé ça les esprits de mort parce que t'as assis en gros, donc c'est des camionnettes, à la base des camionnettes qui sont pas faites pour transporter les gens, mais du matériel, où ils ont fixé des espèces de planches en bois pour faire les sièges. Donc t'as toutes des lignées comme ça. Et t'as un espèce de receveur qui se tient à la voiture, c'est à lui que tu payes, c'est lui que tu payes quand tu rentres ou que tu sors. Et toi tu montes et t'es serré comme ça, et t'as des planches en bois avec des clous, enfin c'est catastrophique. On l'a pris aussi plusieurs fois, t'as pas le choix. Parce que l'offre publique est inexistante, donc t'as pas le choix de prendre ces esprits de mort. Et ça, tu vois, moi je l'ai pris très souvent, mais c'était pas spécialement mon quotidien. Il y a des gens, c'est leur quotidien. Tu te réveilles le matin, imagine seulement, mets-toi à leur place. Tu te réveilles le matin, t'es dans une maison en tôle, il fait 45 degrés humidité, taux d'humidité, je te raconte pas. Donc toute la nuit, tu as transpiré, il fait chaud, etc. Tu te lèves le matin, tu dois aller aux toilettes, c'est un trou dans le fond du truc. Puis tu dois aller au travail, tu montes dans cet esprit de mort. Puis ton travail, bah, t'es mal payé, et puis voilà. On t'exploite en gros. Et puis tu rentres chez toi, rebelote. Imagine, s'il te plaît, la force mentale qu'il faut tous les jours pour se lever et pour faire ça. Et donc je me dis, bah, il n'y a pas de transport, il y a quelque chose à faire dans les transports. Il y a quelques taxis collectifs, etc. Mais globalement, ça ne couvre pas les besoins de Kinshasa. Et donc on se dit, on va importer des voitures et on va engager des taximens pour faire taxi. C'est la première idée. Idée de merde. Donc on regarde où est-ce qu'on peut acheter des voitures. On sait qu'à Dubaï, il y a une zone frange en fait qui s'appelle Ras Al Khol, qui existe toujours d'ailleurs, où en fait ce sont des grossistes en voitures du monde qui importent les voitures là. C'est des voitures qui n'ont pas le droit de rentrer à Dubaï parce qu'elles Est-ce que c'est les voitures qu'on voit dans les déserts ou pas, ou rien à voir? Non, il y a tout, il y a de tout, mais en gros c'est des voitures qui ne sont pas aux normes pour rentrer dans Dubaï. Donc elles vont qu'à l'export, donc c'est vraiment spécialisé dans l'export. Et donc je vais là-bas pour acheter des petites voitures, des Toyota Yaris, l'équivalent, ça s'appelle des Yago, mais en gros c'était ça. Et en fait quand je vais là-bas, je parle à un des marchands, il y a vraiment beaucoup de marchands, mais je parle à un des marchands et il me dit voilà, ça coûte cher quand même les voitures, ça coûte cher, c'est relatif, mais nous on n'avait pas énormément d'argent. Il me dit, si tu veux, pour la moitié du prix, tu peux avoir des voitures volant à droite. Je dis, ouais, mais à Kinshasa, on conduit pas, on conduit comme ici. Donc je peux pas ramener des voitures volant à droite. Il me dit, renseigne-toi, parce que je suis pas sûr. Et en fait, ce mec, il m'a donné l'idée du siècle. Et c'est vraiment dans une conversation lambda, donc je sais même pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il est en train de me dire. Et donc je dis, ok, on va se renseigner, on se renseigne, on voit que c'est flou. Tu vois, je connais un peu de gens aux douanes et tout. Il me dit, bah, écoute, franchement, ramène et on verra ce qui se passe. Mais on bloquera pas. Et donc, on achète des voitures volant à droite. Et là, on commence à travailler. On engage des... Mais là, à ce moment-là, t'as quel genre de capital pour te permettre 15-20 000 euros. 15-20 000 dollars. Et avec ça, tu peux t'acheter... Ouais, je me suis acheté peut-être plus de 10, c'était plus ou moins 2 000 dollars la voiture. En fait, ce qui était bien. Vraiment pas cher. Ouais, parce que c'est des petites voitures, elles venaient du Japon, c'est pour ça qu'elles étaient d'ailleurs volant à droite. Et l'énorme avantage, c'est que les Japonais prennent méga soin de leur bagnole. Et donc, ces voitures, elles avaient 300 000 km, et c'était nickel, tu vois. Et là, elles vont vivre une autre vie, tu vois, les pauvres. Elles ont vécu une vie où elles ont été chouchoutées. Pour vivre là-bas. Et puis là, ça va être la catastrophe. Merci aux marchands avec qui tu as discuté. On devrait créer une association sur ces voitures qui sont malmenées après des années de vie en retraite. Et donc, tu en achètes une dizaine, c'est ça? J'en achète plus ou moins une dizaine. Okay. On les ramène, on engage des taxis. Et en fait, le truc, c'est que ça marche pas du tout parce que les taxis nous mentent. Ce qui était tellement prévisible, mais bon, on l'a pas vu venir. En disant qu'ils vont être positifs, ils vont être réglo, etc. Ouais, voilà, mais non. En fait, donc, non, on leur disait, bah, on vous verse un salaire, vraiment, c'était des salariés de chez nous. Par contre, tous les jours, tu ramènes la recette, etc. Sauf qu'ils te ramènent un dixième de la recette, ils volent la recette. Etc. Et encore une fois, j'ai pas de ressentiment vis-à-vis de ça. Parce que je me mets à leur place, tu vois. Ils voient une opportunité. Ils galèrent, ils ont des enfants, ils ont de l'école à payer aux enfants, etc. etc. Donc c'est normal en fait. Enfin, c'est normal. Il faut pas normaliser le vol, mais ils sont dans une situation où je comprends pourquoi ils le font. C'est moi qui aurais dû être plus intelligent que ça à ce moment-là. Et donc, on décide de changer un peu de business model. Donc ça, c'est après plusieurs tentatives, essais, etc. C'est pas... Là, je résume. Et tu mets combien de temps à te rendre compte que ça peut pas tourner?
bah, quelques semaines. Hein. Ah oui, C'est quand ils te ramènent $10, oui, $15 c'est ça. par jour à un moment donné. T'attends pas 6 mois, quoi. Non, j'attends pas de couler. Quelques semaines, là, je me dis, ça va pas, il faut vraiment. Ils se foutent trop de nous, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On change un peu de business model, et ça, ça, c'est la Belgique qui me donne cette idée. C'est un espèce de leasing. Donc je sais qu'en Belgique, pour avoir une voiture en société, tu fais un leasing et en gros, tu payes une mensualité par mois et à la fin, potentiellement, tu peux racheter la voiture selon un prix avec la valeur résiduelle. Et donc je me dis, bah viens, on essaie de leur faire un leasing, une sorte de leasing. Donc on fait un contrat avec eux. La voiture, tous les mois, tu payes un montant en US dollars, donc plus en francs congolais. Comme ça, on n'a plus le change qui entre en jeu. C'est un montant fixe. Donc si tu fais plus, tant mieux pour toi. Si tu fais moins, tu te débrouilles. Pendant 12 mois, et au bout de 12 mois, la voiture, elle est à toi. Donc, tu as acheté ta voiture, en fait. Et donc, c'est vertueux, finalement, parce que nous, ils nous payent chaque mois en US dollars, donc on est gagnant. On peut racheter d'autres voitures, parce qu'on paye en US dollars aussi à Dubaï, premièrement. Deuxièmement, lui, finalement, après les 12 mois, il a créé son job, donc il est indépendant, il est plus dépendant de nous. Par contre, on est méga strict. Ça veut dire que si un mois tu payes pas, on récupère la voiture. Si tu as payé pendant 6 mois, 7 mois, tu payes pas le 8e mois, tu as tout perdu. Et on fait des contrats notariés, enfin vraiment, on serre la vis, même si finalement tu es au Congo et que tout est compliqué et qu'ils n'ont pas spécialement d'argent pour te payer. Par contre, aussi, il y avait un truc, c'est que les frais de voiture sont à ta charge. On paye plus l'essence, parce qu'avant c'était le cas, on paye plus l'essence, on paye plus les garagistes, etc., parce qu'ils nous arnaquaient aussi là-dessus. C'est ta voiture, en gros. Tu travailles sur ta voiture. Ils gagnaient rien pendant un an, on va pas se mentir, vraiment on les serrait. Mais au bout d'un an, jamais dans leur vie ils auraient pu imaginer s'acheter une voiture pour travailler. Il faut aussi remettre ça en contexte. Et là, en fait, on te le permet en un an. Donc c'est un accélérateur de vie incroyable. Au début, ça patine un peu, il faut faire des réglages, etc. Et en fait, très vite, ça prend et ça leur plaît. Et le mot se sait, donc on a de plus en plus de chauffeurs qualifiés, qualitatifs, etc. Et ça marche bien. Et donc, on ramène de plus en plus de voitures. Et ça, on est très content, mais c'est un bon business, mais c'est linéaire. Donc, tu vois, c'est comme ça. Parce que en gros, il faut 6 mois pour récupérer notre argent, 6 mois on gagne. Donc, c'est vraiment ultra linéaire. Il n'y a pas les banques pour faire des effets leviers, etc. Et donc, on se dit, c'est bien. On a trouvé un peu notre... je ne vais pas dire la vache à lait parce que c'est pas exponentiel en termes de revenus, mais en tout cas, ça nous permet de nous verser un salaire, payer un loyer, vraiment de devenir indépendant nous aussi. Mais on se dit, il faut trouver autre chose qui nous permet d'exploser plus vite. Et là, désolé de te couper, mais sur un an, c'est combien tu gagnais quand tu t'achetais une voiture à $2000? Ouais, en gros, on faisait un fois 2,5-3 sur la voiture. Donc 2000, c'est le prix d'achat, mais tu as le transport plus le dédouanement. On va dire qu'elle te coûte plus ou moins 2008. Nous, on récupérait entre 7 et $10,000, plus ou moins. Donc bon business, mais c'est juste que ça met du temps, tu vois. Et on réinjectait tout. Donc ça, il faut vraiment savoir, on était chiche à mort, donc on mangeait des pâtes, du thon. C'est vraiment, hein, tu vois, on ne dépensait pas 1 euro, on n'était pas en train de tout claquer au casino, et pas du tout. On réinjectait. Donc le parc a énormément grossi, on avait plus des centaines de voitures. Au pic, je ne sais pas combien, mais en tout cas plus de 200. Donc c'était vraiment beaucoup. On inondait. Et tu n'avais pas un problème pour sourcer les voitures ? Il y en avait toujours Non, au contraire. Eux, ils étaient contents de se débarrasser de ces bagnoles. Hein. Et puis tu vois, on les payait 2000 au début, puis on les payait 1007 parce qu'on achetait beaucoup, et puis on connaissait le marchand, et puis enfin, tu vois, donc non, au contraire. Ça n'a jamais été un problème, ça ? Non, pas du tout. Je t'ai dit, c'est des voitures qui sont très difficiles à revendre. Les volants de droite, il n'y a pas énormément de marché en fait. Donc après, ce qui a été plus compliqué entre guillemets, c'est qu'on a commencé à être copié évidemment. Et donc plein de gens achetaient aussi, ont compris le truc avec Dubaï. Donc à un moment donné, ça commençait à caper un peu pour acheter beaucoup de voitures parce que d'autres gens ont compris le système. Et je t'ai dit au point que les autorités ont légiféré sur ces voitures. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire qu'on a littéralement fait créer une loi à cause de nous au Congo. Et la loi a fait que c'était légal ou illégal d'abord ? Non, justement, ils ne pouvaient plus en apporter. Ah ouais. Après, encore une fois, la loi c'est relatif au Congo, tu vois. Je suppose qu'il y a des gens qui arrivent encore à en importer, j'imagine. Donc voilà. Et puis on s'est dit, bon, on fait quoi pour vraiment grossir de manière un peu plus accélérée. On a une bonne assise au Congo à ce moment-là, on connaît beaucoup de monde, on commence à bien connaître le pays, comment fonctionne l'économie, les gens, etc. Et on regarde les ressources naturelles. Le Congo étant un pays où il y a le plus de ressources. Si je dis pas de conneries,
quasiment, je crois que c'est le premier pays au monde qui a le plus de ressources. Peut-être la Chine ou la Russie qui les dépasse, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on se dit, ok, on va s'intéresser à leurs ressources. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On s'intéresse à l'or, compliqué, parce qu'il y a un cours de l'or et que quand tu es au fin fond de l'est du Congo, à Bunia, dans les mines, et que c'est une zone de guerre, hein, et que toi tu es là. Et donc que toi, tu te déplaces jusque dans des mines. Jusque vraiment là, fin tu dors dans fond. des hôtels, je te Ouais. raconte pas le truc, tu vois, t'es vraiment. Je vais pas dire c'est pas la brousse, mais t'es au fin fond de la brousse. Compliqué. Après, les gens sont super et tout. Je vais dire un truc, ils sont même plus sympas qu'à Kinshasa. Hein. Donc c'est vraiment chouette. Là-bas, je me suis jamais senti en danger. Mais littéralement, c'est une zone de guerre. Il y a des groupes armés qui sont là. Enfin, il y a énormément de ressources. C'est compliqué. Et que le mec, toi, t'es là. Il comprend pas qu'il peut pas te le vendre au prix que je l'achèterais dans ma boutique ici à l'avenue Louise. C'est compliqué. Et donc on s'est dit ouais, l'or pour faire de l'argent faut ta mine. Mais comment les gens ils font, ceux qui travaillent vraiment dans l'or, dans les mines là-bas? Ils ont des mines. Ah, donc si t'as ta il fallait propre vraiment mine, carrément acheter la mine. Si t'as ta propre mine et que t'exploites ta mine, tu te fais beaucoup d'argent. Mais c'est d'autres investissements, c'est beaucoup plus gros. Hein. Et quoi, ça demande un investissement énorme ça va dépendre de la taille de ta mine, mais si vraiment tu veux des gros rendements et que t'as vraiment des mines avec des gros filons dedans, oui, c'est beaucoup d'argent. Et c'est quoi, t'achètes la mine ou oui, c'est des concessions en fait. Okay. Donc, c'est le même dans le bois, parce que nous on a fait du bois, je vais revenir. En fait, c'est des concessions que tu as auprès du ministère des Mines. Tu as X années d'exploitation. Et voilà, tu exploites, tu payes une taxe au gouvernement. Et tu vois, quelqu'un qui n'est pas dedans, dans ce domaine, il va se dire ouais, mais pourquoi l'État ne le fait pas lui-même? Tu vois, pourquoi il va te donner la concession et... Ouais, tu rigoles parce que tu sais, toi. Ouais. Mais pourquoi? Parce que, un, je pense qu'ils n'ont pas les gens compétents. Et deux, parce qu'ils se font plus d'argent, je pense, à titre privé. Les membres On se cassant pas la tête. Bah, bien sûr que oui. Et même, au-delà le gouvernement, il prend une mini-part là-dedans. En vrai, c'est plus les politiques, certains politiques à titre privé, qu'on arrose et que ça intéresse les gens. Encore une fois, on en revient à la corruption. Quand un pays est gangréné par la corruption, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais donc t'achètes pas de concessions? Non, on fait pas l'or parce que on a testé, ça marche pas. Et on avait des acheteurs, hein. C'est pour ça que j'ai été spécifiquement. Donc on avait des acheteurs, mais ça prend pas. On s'intéresse au diamant, mais là où c'est le plus compliqué le diamant, c'est que ça demande une expertise qu'on n'a pas et que j'ai pas envie d'aller étudier la gémiologie, je pense. Parce que quand tu peux arriver dans une mine, ils te montrent un truc qui ressemble à un diamant, mais c'est un truc qui est du quartz. Ouais, tu peux. Enfin, ouais. Ou même ça peut être du diamant, mais parce qu'il y a un coup dedans, ou j'en sais rien. Il faut connaître. Franchement, c'est vraiment très technique. Et là, il y a beaucoup d'argent encore aujourd'hui à se faire, mais il faut vraiment s'y connaître. Et il faut oser aller dans les zones qui. Franchement, honnêtement, moi, j'ai jamais trouvé que c'était hyper dangereux là-bas, mais c'est peut-être de la chance aussi. J'ai jamais été confronté à des chefs de guerre, tu vois. Mais donc là, on oublie le diamant. On s'intéresse un peu au coltan, mais on nous dit vite qu'il vaut mieux éviter parce que c'est un peu mafieux et que tu peux vite finir une balle dans la tête dans le fleuve Congo. Donc on s'y intéresse pas. Et donc on se dit, bah, il y a le bois. Pas trop de gens pensent au bois, je sais pas pourquoi. Mais nous, quand on est là-bas, on se dit, tous les meubles sont fabriqués en bois. Enfin, le bois, c'est vraiment... c'est une ressource assez importante dans le monde. Il y a une énorme demande, surtout les bois nobles, etc. La forêt équatoriale au Congo regorge de ces essences incroyables. Et donc, on s'intéresse au bois. Là, il n'y a pas trop de risque de se prendre une balle dans la tête. Donc, on se dit, bon, allez, on va faire du bois. Et on décide d'acheter une scierie à Kinkole. Donc Kinkole, c'est à 40 km de Kinshasa. J'en ai parlé une fois sur les réseaux, j'ai dit que c'est un village, je maintiens que c'est un village. Mais apparemment, la définition de village n'est pas la même pour tout le monde. Les Congolais, beaucoup de Congolais m'ont dit non, c'est une ville. Non. C'est pas une ville. Il n'y a pas l'eau courante, c'est pas une ville. Faut pas me dire que c'est une ville. C'est un beau village, c'est pas un village, il y a 3 huttes. Hein, on s'entend, parce que les gens s'imaginent toujours les villages africains, des huttes et des gens en slip, c'est pas ça, hein, les villages en Afrique. Enfin, pas tous les villages. Et c'est un village qui me collait. Et donc on s'y installe. Donc on achète une scierie là-bas et on s'y installe. Donc on part de Kinshasa, un peu la cage dorée, de la Gombe. Donc la Gombe, c'est le quartier où, en gros, tous les expats vivent, où tu as l'électricité tout le temps. C'est là où tu vivais. C'est là où on vivait, évidemment. Tous les étrangers vivent là. C'est ultra cher, etc. Mais c'est sécurisé. Tu as l'armée, tu as le palais présidentiel pas très loin, tout ça. Et on décide de partir à 40 km de là. Dans une zone où en gros il n'y a quasi pas les lecs, il n'y a pas d'eau courante, enfin compliqué.
Et, mais pour une seule raison, c'est que notre business de taxi tourne bien, on a des équipes là-bas, et que, encore une fois, on veut être skin in the game, quoi. On veut être présent et comprendre le business avant de s'éloigner ou pas. Et donc, on déménage avec mon associé dans une... en fait, on a emménagé dans une... Il y a un mec qui a eu la bonne idée de construire, pas loin du village, donc il avait des terrains, et il a construit un espèce de village de vacances. Parce qu'il n'y a personne qui vient en vacances là. Et donc, c'est toutes des espèces de petites maisonnettes là. Et nous, on emménage dans ces maisons, on est tout seul. Donc, il y a genre, je sais pas, 25-30 maisons, maisonnettes, mais il n'y a que nous. Personne loue son truc. Personne va là, en fait. Sauf lui, des fois, il vient de temps en temps, etc. Et donc, nous, on emménage là. On obtient une concession, donc ça c'est du parallèle, hein, mais on obtient une concession pas à King-Collet, mais dans la forêt équatoriale, qu'on commence à exploiter. Alors je vais juste préciser pourquoi on vient à King-Collet, parce qu'à King-Collet il y avait déjà des scieries qui étaient présentes, donc nous on en rachète une ancienne, mais il y en avait d'autres. Et en fait c'est l'entrée du fleuve, si tu veux, avant d'arriver à Kinshasa, de la forêt. Et donc les bois viennent par le fleuve, flottent, et donc là c'est un des points d'entrée premiers avant d'arriver à Kinshasa, et c'est pour ça qu'on s'installe là. Parce qu'on ne s'est pas mis là au hasard. Tu dis les bois viennent sur le fleuve comme si c'était normal de faire flotter du bois. Mais ça c'est un problème aussi. C'est que s'il n'a pas plu suffisamment, il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve, et donc les bois frottent le bas du fleuve, et donc on n'arrive pas à avancer, donc tu peux perdre du temps en logistique. C'est très compliqué le bois en fait. Comment tu fais? Parce que ok, tu as choisi le bois, mais tu n'es pas spécialiste du bois non plus. T'achètes, donc tu te mets dans le petit village là à où vous êtes solo. Oui. La scierie, elle est dans ce village-là. Oui. La concession, elle est à combien de kilomètres? En kilomètres, je ne saurais pas te dire, mais on allait... c'est fou ce que je vais dire, mais c'est vrai. 2-3 jours de pirogue. C'est pas... Ah oui, si, je te jure. Ah, c'est pas un truc à 20 km. Ah non, et il n'y a pas d'aéroport ni rien, c'est pirogue. Donc... on s'entend en pirogue, hein. Donc c'est des pirogues mais un peu quand même larges, mais ça reste des pirogues, c'est un truc fabriqué sur place. Et en fait, tu remontes le fleuve et tu dors, et il s'arrête de temps en temps dans la forêt tente à l'ancienne, quoi. Attends, moi j'arrive pas à imaginer en fait. J'ai l'impression que tu mens là. Bah non, je te promets que non. Comment c'est possible? Donc toi, tu t'achètes une scierie, t'es dans un village qui est super loin de la concession que t'as pris. Et il y avait pas moins de concession que t'as plus proche? Non, parce qu'il faut vraiment aller. Ou alors tu vas t'emménager en forêt équatoriale. Mais c'est pas. Enfin, déjà, t'as pas envie d'aller vivre dans la forêt équatoriale. De un, et de deux. De toute façon, tu dois transformer le madrier quand il arrive. Donc, quand tu as le tronc qui arrive, tu dois le transformer en madrier. Donc, tu dois le couper en planches, etc. Donc, et après, tu dois l'exporter ou le vendre à Kinshasa. Donc, ça n'a pas de sens de le faire en forêt. Sachant qu'en plus, en forêt, je veux dire, c'est pas des terrains plats, quoi. C'est vraiment des troncs d'arbres gigantesques les uns à côté des autres, etc. Enfin, c'est pas, tu peux potentiellement mettre une scierie là si tu as des centaines de millions de dollars. Certains le font, hein, il y a des gros groupes américains, etc. et qui font des compounds dans la forêt, quoi. Ils abattent je sais pas combien de kilomètres d'arbres et en gros ils te construisent des maisons préfabriquées, etc. et tout le monde vit là. Nous on n'avait pas ces moyens là, donc nous on le faisait à l'ancienne, quoi. Mais c'est énormément de travail. Donc, mais le business c'est quoi pour simplifier? Tu vas, tu coupes des arbres, c'est pas n'importe quels arbres. Non, c'est des essences type ébène, tu vois, ce genre d'arbre. Il y a deux types d'arbres. Il y a ce qu'on appelle les essences rares, comme l'ébène, c'est un bon exemple, et puis tu as du bois fourre-tout, quoi. Tu vois, type, les meubles Ikea, ils sont faits avec du bois. Enfin, du coup, c'est pas les mêmes bois, parce que ça, c'est du sapin, des trucs comme ça, mais l'équivalent, tu vois. Et ça, c'est plus pour le marché local, pour les constructions locales, etc. à Kinshasa. Tous les bois nobles, toutes les essences nobles, ça, on les exporte. Donc, ça part soit en Europe, soit en Asie. Mais oui, en fait, tu mets des équipes là-bas, c'est pas nous, hein. Comment tu trouves même les équipes, tu vois? C'est facile, c'est vraiment facile de trouver des équipes. Mais les gens n'ont pas de travail. Évidemment que c'est facile. Les gens n'ont pas de travail. Donc déjà à King-Collet, l'énorme avantage qu'on avait, c'est qu'il y avait d'autres scieries. Donc déjà, tu pouvais recruter des gens qui avaient déjà été formés, etc. En gros, c'est avoir des bonnes tronçonneuses, j'extrapole, hein, des cordes, et c'est tout. Et assez d'argent, enfin assez de... Et donc tu coupes l'arbre, et quand tu l'as coupé dans la forêt, tu dois... Alors, ils abattent l'arbre, les arbres sont gigantesques, hein. Je sais pas quoi le diamètre du truc, mais c'est vraiment gigantesque. Ils le coupent soit en 2, soit en 3, ça dépend après le tronc. Puis ils tirent le tronc avec des machines qu'on ramène aussi en pirogue là-bas, jusqu'au point d'eau, enfin au fleuve, et puis ils les attachent, et ils les foutent dans le fleuve, et eux, ils naviguent avec.
Et c'est, mais oui, mais tu m'as dit donc 2-3 jours de Ah navigation. ouais, bah oui, ça pouvait prendre plus que 2-3 jours s'il n'y avait pas d'eau dans le fleuve. Hein. Mais ça, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que là-bas c'est normal en fait. Tu vois, c'est pas. Oui, mais pour toi c'est là-bas, pas c'est normal. pas un truc de ouf. Pour toi c'est pas normal. Oui, oui et non, parce que ça faisait quand même quelques années que j'étais là. Ouais. Donc en vrai. Oui, ok, t'es préparé, mais Ouais, c'était- préparé au point de faire quand même 3 jours de pirogue. Après, c'est pas toi qui le fais tous les jours, mais Ouais, c'est nous, quand même, tu dois être on y allait derrière la plusieurs fois. logistique, On quand y allait même. plusieurs fois par an. En vrai, c'était pas ça le plus dur, c'est la bouffe, hein, la vérité, hein, le plus dur. Hein. Quand tu restais en forêt quelques jours, parce qu'ils mangent ils mangent de la viande boucanée, tu vois, de tout. Enfin, vraiment, de chauve-souris, enfin, il y a vraiment tout qui passe au niveau viande. Moi, je mangeais du riz blanc, quoi, ça me dégoûtait. Mon associé mangeait. Hein. Mon associé, en mode rien à cirer, et lui, il a faim, il mange, tu vois. Ouais. Mais moi, c'était le plus dur en vrai. Hein. Le nombre de barres protéinées que j'ai saigné là-bas, J'imagine. Ouais. Mais au-delà de la logistique, est-ce qu'à un moment tu dis pas, ah merde, ça te fait pas un peu mal au cœur de couper des arbres qui sont, tu vois, super vieux? Non, parce que c'est ça le truc, c'est ça avec les concessions. Et nous, on avait aussi la CITES. Donc la CITES, c'est une autorisation ici en Europe pour pouvoir exporter. Et une des conditions de la CITES, c'est qu'en fait, tu exploites par zone et puis tu ne peux plus exploiter ces zones. Donc, si tu veux, tu as la concession est divisée en zones. Et donc, année A, tu coupes zone A. Et puis tu replantes. Année 2, tu coupes zone B. Et en fait, le temps que tu reviennes à l'autre, tu as X années qui se sont passées, voire pas du tout, voire tu reviens jamais. Quoi. Donc, oui et non, en fait. Oui, c'est vrai, tu coupes des arbres qui sont centenaires, mais en même temps, derrière, tu repousses. Enfin, tu vois, la forêt, elle n'est pas abîmée, si tu veux. C'est volontaire. Après, il y a d'autres manières. On pouvait vendre qu'à la Chine, par exemple, ou au Vietnam, ou à des pays comme ça. Là, tu n'as pas besoin de la CITES, etc. Tu abats tous les arbres que tu veux. C'était pas l'idée, c'était pas l'ADN. Donc, nous, on avait envie de faire ça bien. Et tu évites tout un écosystème. Tu fais vivre aussi des villages. Parce que dans la forêt, il y a des gens qui habitent. Il y a des pygmées. Il y a il n'y a pas que des pygmées, mais il y a beaucoup de pygmées, c'est principalement là qu'ils vivent. Et puis tu as des chefs de village, etc. Et ça aussi, c'était drôle, parce que tu dois t'arranger avec les chefs de village. Et tu les rencontres à chaque fois ou pas? Pas à chaque fois, mais souvent, ouais. Oui. Au début, c'est un peu conflictuel. C'est un peu comme les cow-boys qui débarquent avec les Indiens. Je sais pas, c'est un peu le truc. Mais en fait, vite, ça se règle. Donc... il y a un truc, c'est qu'en fait, les concessions appartiennent au gouvernement central, à Kinshasa. Et donc, quand tu as une concession, tu penses que tu as le droit d'exploiter, mais il y a des chefs coutumiers, ce qu'on appelle des chefs coutumiers là-bas, qui vivent sur ces terres depuis des années, des centaines d'années, voire des millénaires, je sais pas. Et eux, dans leur tête, c'est leur terre. Après, on peut discuter oui, non. En tout cas, légalement, ça l'est pas. Mais dans leur tête, et même les gens, les Congolais, quand même, sont très respectueux de ça. Et donc, tu es obligé de t'arranger aussi avec eux. C'est pas parce que tu as l'accord du gouvernement. Ouais, oui. Et puis même, on veut faire ça bien. On n'est pas là pour déglinguer leur habitat, tu vois. Et donc, en gros, on leur fournit des cigarettes, du riz. Chaque fois qu'on vient, on ramène beaucoup de choses. Et on leur donne. Et en gros, il y a un échange comme ça. Et en général, ça se passe bien. Et puis, tu engages des gens du village aussi. Donc, ils gagnent aussi de l'argent. Et c'est plutôt finalement positif pour tout le monde si c'est bien fait. Et si tu respectes aussi. Ça vaut l'énergie qui est mise dans tout ça. Tu coupes un arbre. Tu le vends à combien un arbre? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, j'imagine, mais pour vulgariser, tu vois. Ça va dépendre de l'essence, ça va dépendre de la demande dessus. Il y a un truc, c'est que il y a plus de demandes que d'offres dans le bois. Donc, tu te fais quand même de très très grosses marges. C'est quoi le pire, le moins que tu peux se faire, tu vois, avec les arbres qui ont pas trop de en local, c'est pas ouf, hein, mais t'as du volume. Parce que les arbres qui sont pas terribles, c'est local, ouais, ceux qui sont rares, en local, tu vas faire 20-30% de marge. Okay. En essence, je peux te dire du x10. Ah ouais. Okay. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est mieux que l'or, non? C'est mieux que l'or, mais c'est beaucoup plus casse-tête. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, évidemment. C'est mieux que l'or, non. Je pense que si tu as ta mine, c'est différent, parce qu'en fait, une fois que tu as ta mine, c'est gratuit l'or. Il faut combien pour avoir une mine? Encore une fois, ça va dépendre. Oui, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de la taille de ta mine, ça va dépendre de combien de filons d'or il y a dedans et de la profondeur aussi. Ils peuvent déjà savoir combien de filons d'or il y a dedans. Ouais, il y a des études, je sais plus comment, géo. Est-ce que c'est précis ou pas? Parce que quand même, quand même. Non, ils prennent vraiment ils font des grosses carottes énormes et ils vont très profond. Ça coûte très cher de faire une étude comme ça. Et franchement, ils sont quand même très précis. Après, il y a une marge d'erreur, mais ils sont quand même très précis. C'est pas.
Et donc tu fais ça pendant combien de temps, le bois? Parce que donc tu es resté 5 ans au Congo, Oui. les voitures c'est combien de temps? Les 2 premières. Enfin, les voitures, ça a été les 5 ans. Mais, Ah, les 5 ans. Ah ouais, oui, t'as pas arrêté. Non, non, ok. on n'a pas arrêté, Oui, ça c'était du parce que parallèle. c'est comme tu disais, c'est un business qui continue, qui roule. Oui, voilà, c'est ça. Donc Mais c'est pas ça c'est qui du va parallèle. péter. Non, Ouais. c'est du parallèle. Ok, Le bois, on l'a fait au bout de 2 ans, donc on a fait 3 ans. ok. Pas mal quand même. Ouais. Hein. Mais c'est une dinguerie quand même de faire ce que t'as fait. Bah, Non, mais c'est pas un petit truc, tu vois. C'est pas pour se retrouver dans des situations comme ça déjà. C'est parce que c'est grâce à quoi? Pourquoi t'attribuerais ce succès, on va dire, au Congo, à quoi? Parce que t'as pas choisi l'endroit le plus facile, t'es pas du pays. Il y a des moments où tu te sens pas aussi, tu vois, comme les Chinois qui arrivent maintenant, qui prennent possession de toute l'Afrique et qui utilisent toutes les matières premières. Tu vois, pourquoi t'as réussi au final? j'ai pas le poids matériel ni financier des Chinois non plus, donc Oui, mais... j'arrive du bas. Bah, je dirais, encore une fois, une réussite, c'est relatif. Il y a eu beaucoup d'échecs avant Oui, d'arriver oui, à truc, il y a d'accord. beaucoup d'erreurs, etc. Mais je pense vraiment la résilience. Hein. En fait, je m'arrête pas. Donc, on échoue, on change, on échoue, on corrige, on échoue, on Donc, corrige. dans les 5 ans, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ah non, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tout le temps, ok, tu as un truc négatif et après tu dis, je vais quand même continuer. Non, et en plus, je vais te dire un truc, au plus tu deviens comme ça, au plus tu te renforces dans ça. Je veux dire, cette mentalité, maintenant, elle est ancrée, même là-bas, elle commence déjà à être ancrée. Et tu peux pas te dire pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je fais, etc. Parce qu'encore une fois, tu as aussi tout l'environnement qui te rappelle que tu es bien. Je t'ai dit, les gens, ils galèrent. Vraiment, ils galèrent. Hein. Ils savent pas s'ils vont manger, ils savent pas de trucs. Et toi, tu es bien, tu as quand même à manger tous les jours. Même si, à partir du moment où on a pris notre indépendance, c'était des pâtes et du thon, ça reste des pâtes et du thon. Tu vois, tu as cet accès à la nourriture tous les jours. Tu as un logement décent, à minima. Tu vois, dans la forêt, je veux dire, quand on allait 4-5 jours. Sans compter le voyage, mais je veux dire, allez, disons 10 jours, eux, c'est leur quotidien. Ok, tu as un confort pendant 10 jours, parce qu'il n'y a pas de douche, il y a pas, enfin, je veux dire, tu dors en tente, il y a des moustiques, il y a des araignées cheloues, des insectes. C'est plus ça qui me faisait flipper que le reste. Hein. Tu as des boas, je crois, au Congo. Enfin, en tout cas, tu as des gros serpents qui sont dans le fleuve. Je crois que c'est des boas de souvenir. Mais bref, il n'y a rien de rassurant dans ce truc. Et il y en a, c'est leur quotidien tous les jours. Et tu restes combien de temps dans ce village où vous êtes tout seul? À Kinkole ou bah, les 3 dernières années. Ah ouais, donc, Ouais. Et vous êtes seul pendant 3 ans ou pas? Bah, on va à Kinshasa, à 40 km de Kinshasa, donc on retourne quand même les week-ends à Kinshasa. Oui, mais je veux dire, tu dors, la réalité, la majorité du temps, tu vis dans ce village. Ouais, bah, toute la semaine. On revenait le week-end, quoi, ou ce genre de choses, mais bah, on n'est pas tout seul. Il y a les villageois, on n'est pas tout seul. Il y a quand même... T'as une certaine ambiance du village. Ah, donc il y a des gens, c'est pas vraiment... C'est juste le... Ah non, quand je dis village... C'est le petit truc que le gars a créé qui est vide. Ouais, donc nous on vit vraiment en clos fermé si tu veux dans le village, je vois très bien. mais on est tout le temps dans le village. À midi on mange avec les gens, enfin il y a pas de il y a des restos, les Maléwa, mais c'est des restos scandale, c'est pas un resto, c'est ça s'appelle restaurant, mais ouais voilà c'est ça, tu vois, elle te fait du pain avec une omelette, tu vois, des trucs comme ça. Alors le goûter qu'ils aiment bien, c'est l'ipa mwamba, c'est donc c'est du pain avec de l'arachide. T'en as vu des choses. Ah ouais, mais c'était bon, tu vois. Mais voilà. Et tous les villageois, au début, c'est un peu bizarre pour eux. Ils sont là, des étrangers qui sont là tout le temps. Après, tu fais partie du village. Hein. Mais au final, le Congo a quand même cet avantage entrepreneurial par rapport à la Belgique. Parce que ce que tu as fait au Congo, tu pourrais pas le faire en Belgique. Non, bah non. Non. Oui, parce qu'on t'embête déjà moins que l'administratif. Mais tout ça, je ne sais pas si c'est positif, parce que c'est le fait d'un État défaillant. Oui. C'est pas voulu. Je te parle d'un point de vue d'un entrepreneur. Oui. Tu vas faire des effets de levier justement dans les failles pour en profiter. Oui, mais après... on dit, quand je dis profiter, c'est pas négatif. Hein. Comme tu as dit, tu crées un écosystème où les gens vivent de ça, et c'est positif pour tout le monde au final. Après, n'oublie pas que tu as une contrepartie, c'est que tu peux pas faire appel aux banques, les investisseurs, c'est plus compliqué. Donc, tu as quand même, du fait que rien n'est organisé, que le pays est un peu laissé à lui-même, tu as effectivement des côtés très positifs, mais tu as aussi des côtés très négatifs. Hein. Pour ton évolution, c'est quand même plus compliqué. Ton argent là-bas, il faut le sortir, c'est compliqué. T'es flagué. Moi, j'ai eu des problèmes ici avec les banques quand je suis revenu, parce que mon argent venait du Congo. Enfin, tu vois, t'as une contrepartie à tout ça. Ok. Mais donc, là maintenant, t'es en Belgique. Ça fait combien de temps que t'es en Belgique? Ça va faire depuis 2018.
2018, non, Donc, c'est 7 pas ans. si longtemps que ça en vérité. Hein. Ouais, 7 ans quand même, ça va vite. Ouais, c'est 2018 quand tu penses, Ouais. tu vois, c'est pas très loin. Bon, c'est avant Covid quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'es revenu? Parce que tout, du coup, ça roulait quand même. Ouais, ça roulait bien. Ce qui a fait que je suis revenu, c'est deux choses principales. La première, c'est ma femme actuelle. Donc, j'avais un deal avec elle quand elle finissait ses T'étais études. déjà marié quand t'étais au Congo? J'étais pas marié, mais j'étais avec elle. Ok. Et donc, le deal, c'était quand elle finit ses études, elle vient où je reviens en Belgique, et du coup, on se marie, etc. Et je me voyais pas élever une famille là-bas. Pour plein de raisons, parce que déjà je voyais les enfants, c'est pas péjoratif ce que je vais dire parce que j'en connais beaucoup et ils sont bien, mais moi j'avais pas envie que mes enfants deviennent comme ça. En fait, quand tu vis dans cette cage dorée, t'as des mecs qui te servent tous les jours, t'as un chauffeur, et ça devient quand même des gros fainéants pour la plupart, et ils connaissent pas la vie. Certains commencent à la connaître à 18 ans quand ils viennent étudier en Europe et qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes, mais pour moi c'est tard. Et moi, je me suis dit, si j'ai des enfants, etc., j'ai pas envie de ça. Et puis, deuxièmement, tu as quand même l'aspect sécuritaire. Donc, j'ai jamais eu de gros problèmes au Congo, même si j'ai déjà eu des trucs, tentatives de kidnapping, des trucs comme ça. C'est quoi le gros truc? Le plus gros truc, c'est ça, je pense. Tentative de kidnapping. Quelqu'un essaie de te kidnapper? Ouais, avec la forêt. En fait, donc, si tu veux, la concession, on l'a eu par le gouvernement central. Sauf que la région, là où on est. C'est pour ça que je dis rarement exactement où était la concession, parce qu'on a eu un problème avec le gouverneur local. Donc, tu as des chefs coutumiers, mais tu as aussi un gouverneur. Lui, il dépend c'est l'équivalent d'un préfet en France. Tu vois. Donc, il dépend du gouvernement central. Et lui, en fait, a estimé qu'il n'a pas touché d'argent dans cette histoire. Sauf que je vois pas pourquoi on va te donner de l'argent. Tu vois. Je veux dire, on s'arrange avec le chef coutumier, on a l'autorisation d'exploiter. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison, en fait, que tu manges quelque chose. Mais lui a décidé qu'il devait manger. Et donc, on est parti un peu en clash avec lui. Un peu beaucoup. Et en fait, un jour, je revenais justement de l'Est du Congo, où j'avais été. C'était au moment où on s'intéressait notamment pour l'or. Et je reviens en avion. Et j'atterris à Kinshasa. Et donc, on avait des chauffeurs. On avait un chauffeur. Et il est censé venir me chercher. Il n'est pas là. Donc, bon, je me dis, c'est bizarre. Et donc j'appelle mon associé, je lui dis Gino, il s'appelait Gino, je lui dis Gino il est pas là, il me dit c'est bizarre, il est parti de la maison il y a au moins 2 heures, un truc comme ça. On l'appelle, il répond pas, donc bref, je prends un taxi, tant pis, je rentre à la maison et aucune nouvelle pendant la soirée, et puis d'un coup il y a quelqu'un qui nous appelle. Et en fait, ils l'ont kidnappé, le Gino, dans la voiture. En fait, ils pensaient que j'étais dans la voiture, ces imbéciles. Donc, ils l'ont chopé à l'aller. Enfin, bref, pour te dire des fois. C'est vraiment non. C'est des casseurs flotteurs, quoi. Donc, ils t'appellent, ils disent on a Gino. Ouais, on a Gino, si tu veux le récupérer avec ta voiture, tu dois venir à tes trucs. Et donc, on sait où ils l'ont chopé, plus ou moins. Donc, on se renseigne. Et eux nous disent que c'était des flics, des policiers armés. C'est vrai qu'au Congo, quand souvent il y a des armes, à part dans l'Est, à Kinshasa, c'est comme souvent des policiers ou des militaires, c'est rare qu'un civil arrive à se procurer une arme à feu. Et donc, on a quelques contacts, quand même à Kinshasa, bien placés. Donc, on appelle nos contacts. Ils appellent le commissaire central de Kinshasa et lui disent écoute, il y a des gens de chez toi qui apparemment ont tenté de kidnapper telle personne, etc. Et lui, il se renseigne et en fait, il dit non, il n'y a personne de chez moi. Si c'est des flics, c'est pas des gens de Kinshasa. C'est pas des flics de Kinshasa. Donc, moi, ça fait-il direct avec l'autre. Je dis, à mon avis, c'est le gouverneur qui a envoyé ce qui est illégal, qui a envoyé des policiers de chez lui, de sa province, à Kinshasa pour m'attraper et m'envoyer dans sa province. Et donc voilà, donc on a récupéré Gino heureusement et la voiture. Eux voulaient savoir où on habitait, Gino n'a jamais balancé, donc franchement, et honnêtement, j'étais étonné moi dans ma tête, parce que tu vois, nous on est rentré chez nous et on a bougé de chez nous. Donc on était chez nous, mais on a été chez des amis, on était réfugiés chez des amis qui étaient enfants de gens très très importants, donc même s'ils savaient qu'on était là, ils n'auraient jamais osé débarquer. Et du coup, comme on a réglé l'histoire, c'est simple. Au niveau de la présidence, le président a une garde républicaine. C'est des gens qui sont là pour protéger le président. Tu rigoles pas avec la garde républicaine. Donc tu vois, tu peux avec les flics, tu peux t'arranger de trucs. Eux, c'est un peu plus chaud parce que c'est vraiment ceux qui protègent le président. Nous, on n'a pas appelé le président pour ce genre d'histoire, parce qu'il déjà, il en a rien à foutre. Mais on connaissait quelqu'un de très haut placé dans la garde présidentielle,
républicaine plutôt. Et donc on l'a appelé, et lui il s'est renseigné, il a vu dans quel commissariat ils étaient, c'était en dehors de Kinshasa, c'était effectivement dans le province truc. Et en fait il a envoyé des gens de chez lui, et bah là... En fait ce qui est drôle, c'est qu'il m'a raconté quand ils sont arrivés, le commissariat était vide, ils sont barrés. Donc ils ont laissé que les prisonniers et donc Gino, et en fait ils ont tous fui quand ils ont su que la garde républicaine débarquait. Oh. Parce que c'est chaud, la garde républicaine c'est vraiment chaud. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait appel à lui d'ailleurs. Donc ils ont récupéré Gino et ma voiture, qu'ils ont abîmé parce qu'ils ont roulé avec, ils ont tout fait, bref. Et après on a dû désamorcer avec des gens connaissant, etc. Et bon, il s'est tenu à carreau, le gouverneur. T'as plus de problème après. On n'a plus de problème, on était quand même souvent sur la défensive, quoi, tu vois. T'avais beaucoup d'interactions avec lui? Ça te rend parano. Non, pas non. Juste quand il voulait de l'argent, tu vois. Et mais ça, il y a eu un avant et un après ce truc, je vais pas te mentir. Après j'étais quand même très parano. Oui, mais c'est normal. Surtout, tu vois. Quelqu'un essaie de te kidnapper, donc. Ouais, après je sais que ça se serait réglé, mais il suffit juste qu'il pète un câble et qu'il, tu vois. Mais après c'est vrai que je faisais vraiment attention à mes déplacements, je disais jamais où j'allais, quand j'allais. Enfin, j'étais vraiment un parano. Ah, c'est normal. Ok. Et voilà. Et donc quand on est rentré, c'était principalement pour ma femme et pas. Ok. Et tu reviens. Donc, qu'est-ce que tu as fait de tes business? On les vend. Donc, attention que. Donc, il y a deux choses. Il y a un, les taxis, on a juste arrêté d'en importer. Donc, ça s'est éteint tout seul. Ouais, voilà. Après quelques mois, années. C'était plutôt d'années. Et la Syrie, on l'a vendue. Donc, on l'a pas vendu direct. Donc, quand on est revenu, on continue à l'opérer, mais c'était compliqué de l'opérer à distance. Et donc, on l'a vendu dans les mois qui ont suivi. On a fait encore des allers-retours pour la vendre. Et on l'a vendu à un gars local, un Congolais, qui l'a reprise. Honnêtement, j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas. Je compte retourner au Congo dans les prochaines années, parce que là ça fait. Retourner vivre ou non, visiter? Retourner non, parce que ça me manque et même j'ai envie de voir qu'est-ce qu'est devenu la t'es curieux de Syrie, voir comment certains c'est travailleurs qu'est-ce qu'ils sont devenus, parce que mine de rien tu crées des grosses relations là-bas. Il y a des travailleurs qui ont commencé avec nous dès le départ, ils ont fait 5 ans avec nous, quoi. On était tous les jours avec eux. Donc eux aussi j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qu'ils sont devenus, s'ils sont bien traités aussi avec le nouveau patron, etc. Et donc voilà. Donc ça te manque un peu. Ouais, clairement. C'est trop facile ici. C'est une autre discussion, c'est une autre problématique. Ouais, clairement, je dirais pas ça. Mais oui, ça me manque quand même parce que mine de rien, le pays il est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte, mais la beauté du pays, c'est tu t'assois sur une chaise en plastique dans un espèce de bar, ça s'appelle des bars, c'est pas un bar, tu vois, au bord du fleuve. C'est incroyable. Les gens se rendent vraiment pas compte, mais le pays il est intact en fait encore. Comme il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de truc. Il y a des chutes magnifiques. L'est du Congo, les Grands Lacs, n'en parlons même pas, la région des Grands Lacs, c'est incroyable. Même la forêt équatoriale, c'est une cathédrale à ciel ouvert. C'est vraiment impressionnant quand tu es dans la forêt, il n'y a aucun bruit. Et que tu as les grands arbres devant toi, je dirais c'est presque mystique, tu vois. D'ailleurs, ils sont très mystiques, etc. les Congolais, mais je comprends pourquoi. Mais non, oui, c'est un pays formidable. Et puis la population est. Enfin, le Congolais, il y a un peu des liens, je trouve, avec l'Algérien, c'est que il galère, il vit la misère, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu pètes de rire avec? Ils ont trop d'autodérision. C'est exagéré. Hein. Honnêtement, hein. C'est un peuple qui se prend pas du tout au sérieux. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Mais. Et puis c'est une jeunesse aussi énorme, hein. On se rend pas compte, mais en fait c'est que des jeunes. Hein. La jeunesse elle est incroyable en Congo. Mais ils n'ont pas les outils malheureusement pour ça. Et donc tu reviens en Belgique. Et donc je reviens en Belgique. Qu'est-ce que tu fais là? Alors je rachète le premier Otakos de Belgique. Ah ouais, direct. Bah oui, je reviens pour ça en vrai. Enfin, ah ouais, pour ça. Non mais t'avais déjà fait des plans quand t'étais... Oui. Ok, tu connaissais déjà Otakos ou pas? Pas du tout. Alors, oui, parce que non, je mens. J'ai été... en fait... Pendant que j'étais au Congo, donc je rentrais quand même en Belgique de temps en temps, et un pote à moi m'emmène à Lille manger chez Otakos une fois. Ouais, tout le monde allait en France pour manger Otakos. Et j'ai pas aimé. Je vais pas te mentir, la première fois j'ai pas aimé, et j'oublie ce phénomène. Donc en fait, il me dit pas que c'est un phénomène à ce moment-là, mais juste, il me dit il y a un truc qui a ouvert. Tu manges, tout. Ça a l'air bien, ouais, voilà, je mange sans plus, et du coup je zappe. Et puis je reviens et j'investis dans le premier Otakos de Belgique. Ouais. Et donc le premier Otakos de Belgique, c'est quoi le contexte? Alors c'est un franchisé français, enfin c'est un Français qui vient ouvrir sa franchise en Belgique parce que ça cartonne en France. Sauf que lui il veut pas un carton, il veut juste un truc qui tourne bien. Et donc il se dit vu qu'il y a une hype de zinzin en France, en Belgique ça va être un peu moindre. Et donc je vais ouvrir dans un petit quartier à Scarbeck, rue des Palais, zone C je dirais aujourd'hui pour s'implanter. Tout petit commerce, 80 mètres carrés, etc. Et il vient avec sa femme en caisse, lui en cuisine, sauf qu'il tombe dans un bourbier, une usine.
Entre 4 et 6 heures de fil à l'ouverture. Et puis à l'époque, la franchise est jeune, donc elle ne suit pas au niveau livraison, tout ça. Le gars est brûlé au bout de 6 mois, burn-out complet. Et il veut vendre. Alors que ça fait des chiffres de dingue. Et nous, c'est notre expert comptable qui nous en parle. Et nous, ça nous excite. Ouais, tu te dis pas, parce que toi, t'es pas du tout dans le foot à ce moment-là. Non, pas du tout. J'étais pas dans le bois aussi avant, j'étais pas dans le transport. Je vais même plus te poser la question, tu te dis pas que tu veux pas le faire ou que ça va être galère. Non, jamais. Tu te poses même pas la question, en fait, tu sautes dans le truc et tu verras. Je me pose jamais la question de est-ce que je vais être capable ou pas de comprendre le business model. Tu te dis jamais qu'est-ce qui pourrait aller mal? Parce que généralement, tu vois, même il y a certains entrepreneurs qui vont se poser la question, ok, on va être ambitieux, on va regarder le positif, mais qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? Non, parce que, encore une fois, c'est un prisme. Soit tu te dis qu'est-ce qui va aller mal et finalement tu vas te monter la tête sur ce qui va aller mal et tout va aller dans ce sens-là. Il y a aussi une question d'énergie. Tu vois, je ne suis pas très superstitieux, tout ça. Je suis plutôt très cartésien dans ma manière d'être, mais je crois quand même fondamentalement que si tu mets ton énergie sur le positif et que tu fais en sorte aussi, c'est pas juste tu mets ton énergie et tu te poses, et que tu fais en sorte de te dire tout ira bien tant que je comprends ce qui se passe et même s'il y a un problème, on rebondit. Tu te dis pas qu'est-ce qui pourra aller mal. Okay, donc et pourtant, je te jure, il y avait full red flag sur le tacos. Déjà, ça faisait 80 mètres carrés. Donc déjà chelou. Je me dis, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires pour un petit truc. L'ex-franchisé, très gentil, très sympa, mais parano de zinzin. Donc quand on veut le racheter, je sais pas, il croit qu'on veut l'arnaquer, enfin vraiment parano de fou, il y avait rien pour aller. Il est fatigué le gars, il en peut plus. Ah oui, donc il est au bout du rouleau, parano. On rencontre au tacos à l'époque. C'était encore les fondateurs, c'est pas eux qu'on rencontre au début, mais c'est chargé de développement, enfin l'équivalent du chargé de développement à l'époque. C'est un mec. Donc déjà leur bureau était dans les cités à Paris, vraiment, les vraies cités, pas les trucs. Donc locaux bizarres, on arrive dans un endroit bizarre, pourtant on venait du Congo. Le chargé de dev, il vient, ceinture Louis Vuitton, je te jure que c'est vrai, ceinture Louis Vuitton, il nous parlait, nous ici ça parle qu'en millions, comme ça il parlait, je te jure. Malik, mon associé, on se regardait, on se dit putain, c'est quoi ce truc? Et finalement, on le rachète quand même, tu vois, alors que je te jure qu'il y avait tout pour dire, les gars, restez loin de ce truc. Et voilà. Okay. Donc tu le prends, tu signes, donc là t'as un haut tacos, t'as jamais travaillé dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le premier truc que tu fais? La première semaine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changes ou bien tu continues en fait ce qu'il avait commencé? J'essaie de comprendre. Donc, avant de le racheter totalement, on a eu 1 mois et demi de suivi avec l'ex-franchisé. Donc, il nous a formés dans le restaurant, donc on bossait avec lui, si tu veux. Et là, pareil, tu vois, il était parano sur des trucs. Il nous surveillait quand on touchait à la caisse, etc. Alors je veux dire, on lui avait déjà payé 50% de la somme. On parle en centaines de milliers d'euros. Caisse à 50 balles. Enfin, c'est pour ça que je te dis c'était trop. Enfin, il y a des trucs bizarres avec lui. Mais c'est ça, le fait que tu aies continué et tu as quand même persisté là-dedans. Oui, parce que je croyais quand même. La clientèle était là. Mais tu vois, en fait, tu vois la file. Oui, voilà, tu peux retourner le truc dans tous les sens. Là, on est dans des problèmes de riches. Ouais. T'as des clients, tu dois pas aller les chercher. Tous les autres problèmes, tu sais, au Congo, les problèmes, on en a géré. Mais là, à ce moment-là, pour être clair, t'es franchisé. Je suis franchisé, ouais. Donc ça veut dire, toi, tu as la boutique, mais tu n'as pas le droit, tu n'as aucun droit sur la marque Tacos, rien du tout. Donc moi, j'exploite la marque et en contrepartie, je paye des royalties. Ouais, comme ce que les gens connaissent quand ils veulent ouvrir un McDo ou un truc comme ça. Exactement la même chose. Ok. Exactement la même chose. Donc tu fais ça, ok, tu passes 6 mois. À 6 mois, quand tu es au même niveau que lui, quand il avait fait ses 6 mois, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es dans un burn-out ou bien tu te dis, le gars, il a exagéré, il a mal géré? Non, je suis pas du tout dans un burn-out parce qu'encore une fois, ça m'excite. Mais j'en ai marre. Dans le sens où nous on veut développer plus, l'idée c'était d'en racheter un pour en ouvrir plein et en fait au final ils nous mettent quand même beaucoup de bâtons dans les roues, c'est plus complexe que ce qu'on pensait pour développer, ils veulent pas nous laisser développer pour plein de raisons qu'on comprendra plus tard, mais entre autres parce qu'ils étaient en train de se faire racheter par le groupe Caris Capital et qu'il y avait une due deal et qu'ils avaient gelé les nouveaux devs, ce genre de choses. Et puis il y avait aussi un truc, c'est que c'est pas parce que le premier Otacos était ouvert et qu'il n'y en avait pas d'autres à ce moment-là que d'autres n'étaient pas signés en cours d'ouverture. Ça aussi, on ne comprenait pas au début. Et donc, pendant 6 mois, j'étais comme un lion en cage parce que, ok, maintenant j'avais compris comment fonctionnait le restaurant, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait de la caisse, donc, je maîtrisais le sujet. Et ok, what next, tu vois? Donc ok, ça marche bien, t'as beaucoup de monde, etc. Mais j'en ai rien à cirer d'avoir juste un point de vue. C'est un peu comme le business de voiture que t'avais, tu sais que ça fonctionne, mais c'est linéaire. Oui, non, tu peux encore aller chercher. C'est pas vraiment linéaire parce qu'on a été chercher encore du chiffre d'affaires en plus, tu fais de la promo locale, tu fais donc. Mais à un moment, t'arrives au maximum de tes capacités. Oui, tu vas arriver à un moment donné, c'est vrai.
Mais pour moi, le développement, c'était pas seulement le point de vente, c'était plus de points de vente. C'est surtout ce mécanisme-là qui me dérangeait, le fait que j'arrivais pas à en ouvrir d'autres. Et c'est pas entre tes mains, ouais, tu pouvais non, pas décider. pas du tout. C'était entre les mains de la marque, et la marque vraiment fait des blocages énormes. Et puis il y avait aussi, ils voulaient racheter aussi celui de Bruxelles, et on les a un peu doublés, on a convaincu le franchisé de nous le vendre à nous, pas à la marque, etc. Donc il y avait aussi cette petite friction au tout début, qui s'est estompée avec le temps, mais au début il y avait cette friction. Et à un moment donné, ça s'est débloqué. C'est le rachat de Caris Capital finalement qui nous a débloqué le dev, parce que c'est un fonds d'investissement. Donc, ils achètent 1 euro, ils veulent le revendre à 3 euros. Donc il faut ouvrir. Ouais. Et donc grâce à eux, on a pu ouvrir. On en aura ouvert 8 au total. Et ça a pris combien de temps? Après presque 1 an. Ok. Donc en fait, c'était une longue année pour toi. Ouais, tout 2018, on était qu'avec 1 point de vente, quoi. C'est vrai, c'était galère. Et puis 2019, on commence à accélérer. Ouais. 2020, on se prend le Covid, mais on continue à accélérer. Et puis voilà. Et puis. Et il y a un moment où, parce que là, comme on disait, t'es franchisé, mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, je veux pouvoir développer, moi, offrir les franchises de Otakos en Belgique, ou bien ils font pas ça? C'était pas possible parce que une master, quoi, tu veux dire, un master franchise, c'était pas possible parce que le marché était déjà ouvert. C'est trop tard, il y avait déjà d'autres franchisés, il y avait d'autres. Ça aurait peut-être pu être possible. En fait, celui qui aurait pu rendre ça possible, c'est celui à qui on a racheté, qui était le premier. Lui aurait pu négocier à l'époque une master franchise, ce qu'il n'a pas fait. Après, c'était pas son ambition. Mais c'est quoi la structure, si on doit voir ça sur un tableau d'une franchise? Donc, tu as la marque. Ça dépend. Donc, tu as soit la marque et des franchisés directement qui sont gérés par la marque, soit dans des pays où la franchise ne veut pas aller en direct parce qu'elle ne comprend pas le business model, elle ne comprend pas le marché ou d'autres raisons. Tu as la marque, tu as un master franchisé en dessous, et le master franchisé a des franchisés. Donc, ce qu'on appelle des sous-franchisés. Et les sous-franchisés, donc, eux, ce sont des franchisés, ils opèrent le point de vente, ils payent la marque, mais ils ne payent pas la redevance à la marque directement, ils la payent au master franchisé, qui lui opère pour la marque, et lui reverse à la marque après. Donc le master franchisé reverse aussi des royalties à la marque au-dessus. Mais est-ce qu'il a vraiment une plus-value, le master? Le master? Oui, parce que tu sais, convaincre, j'ai n'importe quoi, tu prends une marque comme Starbucks. Starbucks travaille beaucoup avec des masters franchisés. Pourquoi? Parce que c'est une marque américaine, donc quand elle doit rentrer dans un pays comme l'Allemagne, elle ne parle pas la langue, elle ne maîtrise pas le sujet, elle préfère travailler avec une personne qui maîtrise déjà le sujet, quitte à perdre un peu de marge, mais qui va développer pour elle, plutôt que devoir aller opérer elle-même, gérer des franchisés allemands en direct, alors que c'est pas la culture. Enfin, ils n'ont pas la même culture. Mais pour le franchisé, il y a une valeur en plus. Parce que moi, je me mets à la place du franchisé. Ça change rien. Tu vois. Et je me dis, ça fait un middleman en plus à qui le paye. Ça change rien parce que les royalties seront les mêmes. Ouais, ok. Donc en fait, c'est juste la marque qui prend moins, qui in fine récupère moins de royalties. Mais admettons que je dis n'importe quoi, que les royalties c'est 6% avec un master franchisé, tu vas reverser la moitié, 3% à la marque. Mais si c'était la marque en direct, elle en tant que franchisé, tu paierais quand même 6%. C'est les mêmes pas 3%. Voilà. Donc ça, pour un franchisé, ça ne change rien. Ça change absolument rien. Et donc, tu en ouvres 8? Ça, c'est les Otakos, ouais. On en ouvre 8. Et en fait, à force de faire des Otakos, je comprends le business model de la franchise. Au-delà de comprendre la restauration rapide, je comprends le business model de la franchise. Et je me dis, on n'est pas du bon côté de la barrière. On est franchisé, c'est bien, c'est ultra rémunérateur. Mais finalement, on crée la valeur pour qui? Pour la marque. On est en première ligne, c'est nous qui faisons les crédits. S'il y a un problème, c'est pour nous, la marque s'en fout. Et c'est normal, c'est le jeu. On est entrepreneur, donc on prend notre risque. Et donc, on se dit, il nous faut une master franchise ou être propriétaire de marque, l'un ou l'autre. Si on veut évoluer, pour nous, c'est l'étape suivante. C'est l'étape et là, peu importe la marque. Oui, peu importe la marque. Bon, il faut qu'elle rentre dans les critères qu'on a définis, mais oui, tant que ça reste dans la restauration rapide. C'est le principal. Et là, tu te fais une liste. Ouais. Donc, déjà, on connaît presque toutes les marques, les business models. Enfin, déjà, de manière générale, tu t'intéresses. Hein. Donc, tu connais. Et puis, on commence à faire une shortlist. Et puis, on commence à tester, à goûter, si on n'a jamais goûté. Puis, on commence à mettre les pour, les contre. Quel est l'avantage de ce business model? Quel est le désavantage? Quel est le potentiel de croissance? Après, tout ça, c'est théorique. Hein. Il faut le mettre en pratique, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et on s'arrête sur Gongcha. Pourquoi? Parce que le bubble tea est ultra tendance en Asie depuis plusieurs années, que la vague asiatique arrive en Europe, notamment avec les K-dramas, la K-pop, etc., etc. On voit vraiment qu'il y a un shift culturel qui s'opère en Europe et en Occident de manière générale. Et
Et donc on se dit, on regarde toutes les marques et on se dit, on va sur Gongcha parce que c'est premium, c'est du vrai thé. Donc on se fout pas de la gueule du client chez Gongcha, c'est vraiment du vrai thé. C'est premium, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est épuré. La marque est notamment dirigée maintenant par un Américain et des Occidentaux de manière générale, ce qui est ultra important vu qu'on développe l'Occident. Si on développait l'Asie ou l'Afrique, ce serait différent, mais là on développe l'Occident, donc c'est important d'avoir un focus sur l'Occident, ce qui n'est pas le cas des autres marques, de beaucoup d'autres marques en tout cas, qui sont très asiatiques et donc elles ont un peu du mal à devenir... à s'identifier finalement à l'Europe. Et donc voilà, on choisit Gongcha et on est parti. Et donc c'est aussi facile que ça. T'envoies un email, tu dis je veux être master franchisé et ils te disent ok. J'envoie un WhatsApp et on me dit non, c'est compliqué. Ils me répondent pas. C'est quoi, t'envoies un email, c'est ça la première étape? J'envoie un email, j'envoie des emails, j'essaie d'appeler, je remplis la landing page sur leur site internet. Le truc classique. Oui, voilà. Personne me répond. À l'époque, j'avais pas LinkedIn, ce qui est débile en fait. Je suis en train de me dire, c'est maintenant que j'y pense. Hein. Mais j'étais pas du tout sur les réseaux, etc. Je revenais du Congo, j'étais complètement déconnecté de tout ça. J'avais pas LinkedIn, donc je contactais même pas les gens via ça. Et à force de pas me répondre, je me renseigne évidemment beaucoup sur la marque et je sais que leur QG est à Londres. Et donc je me déplace jusqu'à Londres et je vais dans leur QG. Sauf que c'est les grosses tours avec plein de bureaux dedans et la secrétaire en bas ne veut pas me laisser passer parce que j'ai pas de rendez-vous. J'insiste, elle veut pas. Et par chance, le directeur opérationnel de Gongcha remontait dans son bureau, passait par là en tout cas, et en fait il entend la conversation et il vient me voir, il me dit oui c'est pour Gongcha, etc. Je dis oui. Il me dit c'est pourquoi, je dis j'aimerais bien développer la Belgique. Je gonfle évidemment qui on est. À l'époque on n'avait même pas encore les 8, je crois, on en avait 6 au tacos. Et il me dit, écoute, on s'appelle tout à l'heure. Et on voit, donc je prends son numéro, il prend mon numéro. Et il m'appelle vraiment. Et on se voit. Et le gars, il voit que j'ai la dalle et que je suis motivé. Et donc il me dit, écoute, je vais en parler au CEO, donc au PDG, et on verra ce qui se passe après. Et j'ai pas de nouvelles pendant plusieurs semaines. Et puis d'un coup, on m'appelle et on me dit, écoute, le CEO, qui n'est pas le même qu'actuellement, c'était un autre. Il me dit, écoute, le CEO, il fait un tour d'Europe là, dans 2 semaines ou 10 jours, je me souviens plus. Et on va passer à Bruxelles, on va te voir. Et voilà. Ils sont venus, on leur a montré nos restaurants tacos, évidemment les meilleurs, évidemment les trucs. On a encore gonflé un peu plus qui on était. Et on signe la Belgique dans la foulée. Seulement la Belgique. Seulement la Belgique, parce que je me suis dit, je suis petit quand même, je suis pas débile, ils le savent, même si j'exagère un peu le truc, mais ils bossent, enfin je veux dire, ils ont 1000 points de vente en Corée, ils savent, mais 8 points de vente, c'est rien. Et donc je signe que la Belgique, mais dans l'esprit d'aller prendre la France derrière. C'est vraiment le truc, je me dis la Belgique c'est petit, faut le signer parce que c'est notre porte d'entrée. Ouais, voilà. Et on le fait, on signe la Belgique, on ouvre la Belgique, puis l'année suivante on va chercher la France. Donc l'année suivante, et donc en Belgique, la première année, tu ouvres combien de points de vente? On en ouvre qu'un parce qu'on signe en juin ou en mai, quelque chose comme ça, et on ouvre courant de l'été. Donc, et là, c'est quelqu'un qui a signé pour ouvrir, c'est pas ta... Non, c'est nous le premier. Ah, le premier, c'est nous quand même. Pour tester, voir exactement tous les challenges. Le premier, on est obligé de prendre le risque, le premier risque. Donc c'est nous les premiers, le premier point de vente. Et ensuite, on prend des franchisés et on commence à développer. Ok. Donc première année, seulement 1 point de vente. Tu utilises ça quand même pour convaincre de prendre la France en master franchisé? Ouais. Ça passe quand même? Ça passe parce qu'on a été efficace sur l'ouverture. Donc tu vois, on a signé en mai, en juillet, on ouvre. Donc ils ont vu qu'on était en capacité d'assurer et donc on n'en avait qu'un, on avait déjà des franchisés intéressés, il y avait déjà des signatures de DIP, etc. T'as vendu aussi oui, c'était pas juste on en a un et on voit ce qui se passe, hein. Donc on a été proactif là-dessus et du coup on signe la France. Ok. Et là tu continues, c'est quoi la stratégie en fait? Tu continues à développer la Belgique ou bien tu mets un focus plus sur la France? Non, mais clairement, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, un focus sur la France. Parce que pour l'énergie que tu vas déployer en France, tu vas déployer la même en Belgique pour faire 10 fois moins. Donc attention, on a des équipes qui s'occupent de la Belgique, etc. Et l'idée c'est aussi de développer la Belgique, c'est ce qu'on fait. Mais clairement, le gros focus, là où on met vraiment les ressources maximales, c'est la France, évidemment. Et pourquoi aujourd'hui je me mets dans la peau de quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, qui veut, il y en a pas mal, qui veulent, tu vois, ouvrir quelque chose. Ils veulent être entrepreneurs, ils n'ont jamais été entrepreneurs. Ils ont économisé, j'ai dit n'importe quoi, 20, 30, 40.
ils voient des McDonald's, ils disent ah je veux ouvrir un McDonald's, ils vont sur les sites de franchisés, ils voient qu'il faut 2 millions pour ouvrir un McDo, ils disent je vais ouvrir un Geladal ou un Otakos, ils voient que quand même le capex, donc ce qu'il faut pour développer, faire l'intérieur, les travaux, etc. C'est quand même, je sais pas, toi tu sais, c'est 100, 200, 300, quelque chose comme ça. Plus que ça, ouais. Donc c'est quand même énorme. Quelqu'un qui a 30-40 ans, est-ce qu'aujourd'hui il peut venir et ouvrir un Gongcha ou pas? Et est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oui, je dirais pas 30-40, je dirais plutôt 40-50. Mais oui, il peut venir ouvrir un Gongcha avec 40-50 en apport. Il faut bien faire la distinction. Donc, l'investissement global, ça va tourner entre 120 et 150 000 euros, ce qui est très faible dans l'industrie, mais tu as des plus petits chiffres Ça d'affaires inclut aussi. tout là. Ça C'est-à-dire inclut tout. avec ta Droit clé, d'entrée, ton business est ouvert. droit d'entrée, travaux, tout ça. Mais donc, avec 40-50, ça te permet d'avoir ton crédit pour avoir les 150. Ce qu'il faudrait, il faudrait 3 fois plus pour ouvrir un Otakos et 10 fois plus pour ouvrir un McDo. Mais est-ce que c'est intéressant? Oui, si tu es prêt à travailler dedans, à te donner à fond, parce que c'est le problème aussi. Tu disais, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui veulent investir. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça, en fait. Typiquement, on a beaucoup de profils consultants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pas bons, mais on a beaucoup de profils consultants qui ont beaucoup de liquidités parce qu'ils facturent beaucoup, etc., dans leur travail quotidien, informatique, finance, peu importe, et qui pensent investir dans un truc passif, mais c'est pas du tout passif. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre, c'est que tu dois te donner dedans. Et si tu donnes pas dedans, en fait, la clé de la réussite, c'est pas spécialement le franchiseur. Je te dis, la marque, c'est 20%. Ça t'apporte 20%. Ça t'apporte les premiers clients, la visibilité, tout ce que tu veux, comment dire, la structure. Mais ce qui va faire que le client il reste, il revient, c'est toi et la qualité de ton service et ta présence. Si t'es pas présent. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que, encore une fois, je connais pas mal de gens qui. On discute avec des amis, ils disent ah, j'aimerais bien ouvrir, etc. Mais à chaque fois, je leur dis attention, c'est pas aussi simple en fait. Non. Même vendre, parce que là, on parle de Gongcha qui est. Logistiquement, la réalité, c'est simple comparé à un Otakos qui, bien sûr, va faire plus de chiffre d'affaires, mais derrière, tu as des frais qui sont plus élevés parce que tu as de la viande, des choses comme ça. Tu as plus de monde à opérer, ça demande toute une organisation. Tu as de la friture, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on parle encore de Gongcha, mais même Gongcha, c'est pas. On est d'accord que c'est pas quelque chose que, comme tu dis, on signe un truc, je mets 2 étudiants et ça roule. Il faut être là un minimum. Même comme toi, quand tu as fait Otakos, tu étais là quand même les premiers mois. Et après, obligatoirement. Ok, après tu peux déléguer, mais il faut quand même un minimum d'investissement personnel. Oui, et puis n'oublie pas une chose, c'est qu'après tu peux déléguer, mais moi j'ai mon associé qui fait l'opérationnel encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais, de Otakos. Et de Otakos. Et de Gongcha aussi, mais des Otakos principalement au début. Donc au début, les 6 premiers mois, on était tous les deux en cuisine, à la caisse, etc. Mais après, lui, il a continué à faire un suivi opérationnel quotidien, avec des équipes évidemment qui ont grandi, des managers, etc. Donc c'est pas spécialement lui qui va plier un tacos, mais il y a plein de challenges. Il y a une présence, il y a une présence qui est quand même très très importante. Oui, qui c'est qui va recevoir la viande? Est-ce qu'il y a en stock, il n'y a pas en stock? Il y a plein de problèmes logistiques, mais les gens ne se rendent pas compte en fait, tant qu'ils ne sont pas dedans. Et donc oui, Gongcha c'est plus simple. C'est quoi? C'est des poudres, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc c'est de l'infusion de thé. Tout est sec effectivement. Il y a qu'une cuisson en gros. C'est les perles de tapioca qu'il faut quand même cuire et caraméliser. C'est le secret un peu de Gongcha. Et ensuite tout le reste c'est de l'assemblage. Donc dès que tu as fait tes préparations de thé et que tu as mis tous tes toppings, c'est de l'assemblage. C'est ultra facile. Et puis même les heures d'ouverture. Un Gongcha, typiquement, à part certaines zones, peut-être à Paris ou autres, on ouvre un peu plus tard, mais globalement, c'est 11h midi, 19h. Un Otakos, c'est, si tu es en centre commercial, c'est 10h, 22h30. Hein. Donc, le week-end, minuit. Hein. Si maintenant tu dois lister, voilà, on va pas parler du problème d'argent. Imaginons que j'ai le capital pour ouvrir, que ce soit un McDo ou un Gongcha. Comment tu peux me convaincre, moi, d'ouvrir un Gongcha et pas un McDo? Simplement, avec un McDo, tu ouvres 10 Gongcha. Donc rien que sur la répartition de ton risque. Je sais pas, McDonald's est un bon business model, hein, attention. Donc c'est très rare, même le taux d'échec chez McDo est très faible, hein, on va pas se mentir. Mais tu as investi 1,5 million. 1,5 million, c'est 10 Gongcha. Tu as réparti ton risque sur 10 points de vente. Alors, quelle est la probabilité que tes 10 points de vente ne fonctionnent pas? C'est comme très faible, à moins vraiment qu'on s'est planté sur les emplacements et sur la personne, etc. C'est très très faible. Et donc, pour investir 1,5 million, parce que là, du coup, si tu as 10 Gongcha, tu fais plus de chiffre d'affaires qu'un McDo.
qu'un seul McDo d'office, ou alors à équivalence. Mais tu as réparti ton risque sur 10 points de vente. McDo, t'en fais 1,5 million, ça marche pas. Tu rembourses 1,5 million. C'est t'es compliqué. dedans, t'es obligé. Bah oui. Encore une fois, on parle à des gens qui n'ont pas nécessairement ouvert quelque chose, surtout dans le food auparavant. Et donc eux, ils sont assez facilement convaincus par les chiffres de McDonald's, tu vois. Ils vont voir, dès qu'il y a le million, t'entends le million. Mais ils ont pas tort d'être convaincus par les chiffres de McDo, sont bons. Le truc, c'est qu'encore une fois, un McDo, tu l'amortis, ça prend beaucoup de temps à l'amortir, donc c'est 7 ans de crédit, mais c'est des gros crédits. Donc pendant 7 ans, tu gagnes pas énormément. Maintenant, il y a 2 avantages. Je suis pas en train d'essayer de vous convaincre d'ouvrir un McDo, hein, mais faut être honnête. Le premier avantage, c'est que la valeur d'un McDo restera la valeur d'un McDo. Donc au bout de 7 ans, tu as envie de le vendre, ton McDo, il faudra toujours X millions. Ça, c'est clair et net. C'est quand même pratiquement impossible que la marque s'effondre. On l'a vu, même là, avec le boycott, tout ce que tu veux, la marque est toujours là. Puis deuxièmement, au bout de 7 ans, si tu gardes ton McDo, tu as payé tout ton crédit. Et là, c'est une machine à cash. Parce que c'est des grosses charges le crédit pendant 7 ans. Il faut y arriver à 7 ans, c'est pas... Ouais, même avec McDo, honnêtement, ça va. Mais effectivement, si tu n'as pas envie de prendre de risques, enfin en tout cas si tu as envie de limiter ton risque et d'avoir plusieurs points de vente, je préfère ouvrir des Gongsha. Moi je le vois surtout d'un point de vue ratio... le gain que tu vas mettre pour l'investissement. Ah oui, bah, ce que je veux dire. Effectivement, il y a, je vais te dire un truc, il y a même, si tu as 1,5 million pour mettre dans un McDo, mais le même hors franchise, je veux dire, enfin dans autre chose, même hors la bouffe, etc., tu auras peut-être un meilleur rendement. Maintenant, si tu rentres dans une franchise, peu importe le montant que tu mets, c'est surtout parce que tu as envie d'avoir un cadre aussi. Tu as envie d'avoir un cadre, tu as envie de participer à un effet un peu mondial, quand c'est des marques mondiales comme Gongsha, comme McDo, etc., et tu as envie de faire partie de cette famille-là et de faire grandir le truc. Et mine de rien, d'avoir une espèce d'assurance où c'est une marque internationale, ça vaut quelque chose. Quand tu voudras revendre, ça vaut plus que si tu avais ton truc en local ou autre. Mais oui, si on parle en pur rendement, en pur... McDo n'est pas le meilleur investissement que tu puisses faire, ça c'est clair. Mais c'est pas un mauvais investissement, c'est ça que il faut quand même être clair là-dessus. Et là, parce que tu parles de notoriété pour McDonald's, qui est, c'est sûr, c'est, je pense, la marque la plus connue dans tout ce qui est franchise. Gongsha, quand même, en Asie, c'est pas... parce que ici en Occident, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. On connaît le bubble tea. Surtout en Europe, parce qu'aux États-Unis, elles commencent quand même à... Ils ont 500 ou 600 points de vente. Mais quand on regarde juste les chiffres de boutiques en Asie, c'est dans les milliers. Ici, donc, est-ce que toi, tu vois une ambition ici de ton côté avec Gongsha, où il y a des milliers de Gongsha oui, je pense que quand tu regardes Starbucks dans le café, c'est quand même fortement développé. Et puis maintenant, quand tu vois tous les specialty coffee qui ouvrent partout, il y a quand même un gros marché sur la boisson. Et Gongsha étant un peu l'outsider, parce que c'est un des seuls, des rares qui vendent du thé. Et on voit aussi un espèce de shift sur... avant, tout le monde buvait du café. Avant, tout le monde buvait du mauvais café. On va aller même plus loin. Aujourd'hui, tu as un espèce de shift où soit ça commence à boire du bon café de spécialité, soit ça commence à aller plutôt vers des boissons thé, tisane, ce genre de choses. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc le marché du thé, il est gigantesque en Europe et il ne fait que commencer. Et ça, on le voit très bien aux États-Unis. Je t'ai dit où ils ont commencé un peu avant nous. Ok, c'est un autre business model, c'est un autre marché, les gens dépensent beaucoup plus, consomment plus, ont moins peur de l'avenir. Mais l'explosion, elle est incroyable, hein, tu vois. Mais là, c'est vrai ce que tu dis, parce que le thé, tout le monde s'en foutait un peu il y a 5-10 ans, tu vois, vraiment. T'achetais le thé Lipton, et voilà. Vrai. Là, maintenant, voilà, on voit le boom avec le café, c'est un truc de dingue. Dans une rue, il peut y avoir 5 cafés spécialités qui ouvrent, mais c'est vraiment dingue. Mais là, ce que je vois en tout cas, peut-être grâce au matcha aussi, hein, qui tire ça, on voit un peu une tendance vers du thé de spécialité. C'est vrai. Et on en voit, c'est très rare par rapport à un café, hein, mais ça se développe, alors qu'avant ça se développait pas du tout. Est-ce que là maintenant il n'y a pas une opportunité? Moi maintenant je veux investir, il y a pas pour toi, est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Ça que je veux comprendre. Clairement. Tu le vois comme une opportunité de se mettre en avant avant que ça pète. C'est un peu le pari qu'on a fait au moment où on a choisi Gongsha, c'est qu'on a pris le plus premium de tous. En termes de qualité du thé. Et on s'est dit, ok, tu peux faire du pas premium, et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, on sait pas. Mais le goût, ça reste le goût. Et si tu fais de la qualité, les gens reviendront, in fine. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans d'installer le truc, mais in fine, c'est la qualité qui va toujours gagner. Sauf si tu as un marketing à la McDo, on peut pas dire que c'est qualitatif, hein, mais voilà. Et ça, on le voit aussi avec le café de spécialité, où les gens, par exemple, Starbucks perd de plus en plus de parts de marché parce que les gens se rendent compte de la qualité de Starbucks versus
en fait, aujourd'hui, les autres. Ouais. Sauf que nous, même quand ça va se démocratiser, la qualité de Gongcha, elle est très haute. Donc, ça va être très difficile à concurrencer, en vrai. Et aussi, vous avez des process mis en place, parce que je pense le thé, ça vient des propres champs de Gongcha, ils ont Oui, leurs au propres Vietnam. champs. Ben, oui, à 100%. Donc, en fait, tu as un savoir-faire qu'il n'y a pas dans d'autres marques. Et ça, tu peux pas le... faire un thé, c'est pas simple. Hein. Faire un bon thé. Mais tu m'avais dit qu'il y a un mot, c'est un rituel, c'est comment ils appellent ça? Ouais, t'as le rituel du thé qui est très Ouais. connu en Asie. Et si tu veux, toute la dynamique bubble tea de manière générale est une sous-branche de ce rituel de thé. Ce qui est drôle, c'est que là-bas, t'as un peu un effet inverse où les gens consomment de plus en plus de café. Ah ouais, oui, mais parce que le café, au départ, ça n'a pas développé Non, énormément c'était en beaucoup Asie, thé, mais maintenant, quand tu regardes, il y a un espèce d'effet. La majorité consomme encore que du thé, hein. Mais il y a quand même un espèce d'effet de café filtre, très proche du thé, pas espresso, etc., qui se développe de plus en plus en Asie. Donc tu vois, tu as l'effet inverse chez nous, enfin tu as l'effet inverse chez nous avec le café et le thé, et tu as l'effet opposé en Asie avec le thé qui devient un peu plus café. Quoi. Et est-ce que tu penses que Gongcha, sur le long terme, il pourrait se repositionner? Parce que là, c'est positionné comme bubble tea, tu vois. Non, c'est positionné comme thé premium. Après, on communique énormément sur le bubble tea parce que aujourd'hui en Europe, c'est la catégorie qui est la plus connue. Et donc, si tu veux attirer du monde, si tu dis thé premium, ça parlera à une minorité de gens qui vraiment aiment le thé, mais globalement, ça parle pas. Tandis que si tu dis bubble tea, ce qu'on fait, la première fois qu'ils vont goûter, c'est impossible de pas voir la différence. Ouais, vraiment, dès que tu goûtes, tu dis ah ouais, ok, d'accord. Tu goûtes vraiment le thé, quoi. Le thé vert, le thé noir, tu goûtes pas que le sucre et le colorant, quoi. Mais c'est pas possible que demain ils disent ah, tu sais quoi, on va devenir un bar à matcha maintenant. Gongcha, on fait des bubble tea, mais c'est pas le produit phare. Un bar à matcha, je pense pas. Après, du matcha, on en a dans la gamme. Hein. Ouais, Donc, on a un très bon matcha chez Gongcha et c'est d'ailleurs un de nos best-sellers en vrai. Matcha, c'est un de nos best-sellers. Hein. Mais c'est dingue, hein, parce que je sais pas toi ce que t'en penses du matcha, mais j'ai l'impression que les gens se forcent un peu à boire le matcha. Moi, c'est vraiment parce que c'est beau, c'est vert. Moi, j'aime bien le matcha. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que les gens n'aiment pas le matcha, ils aiment le sucre. Parce qu'en fait, très peu de gens boivent du matcha pur, sans sucre. Non, c'est avec du lait et du sucre. Ouais. Donc, si on regarde notre top vente, c'est rare que quelqu'un prenne juste matcha sans rien. C'est toujours matcha avec du sucre. Donc, je pense que les gens aiment plus le sucre que le matcha. Ça, c'est ma théorie. Maintenant, moi, j'aime beaucoup le matcha. Le vrai. Mais c'est aussi du fait que je suis passionné d'Asie et du Japon en particulier, et que c'est un produit que je consomme depuis longtemps. Mais c'est particulier, c'est amer. Mais j'aime bien l'amertume. T'aimes bien quand c'est difficile. Ouais, exactement. Ok, donc l'ambition c'est quoi là maintenant c'est quoi le plan? Parce que maintenant t'es dedans depuis, ça fait combien de temps dans Gongcha? Gongcha ça va faire 4 ans, 3 ans, 4 ans. 3-4 ans, ça se développe. Est-ce que c'est assez rapide, pas assez rapide pour toi? C'est quoi l'ambition finale? C'est quoi le but ultime avec Gongcha? C'est jamais assez rapide. Hein. Je vais pas dire que je trouve qu'on est rapide ou qu'on est lent, mais c'est jamais assez rapide. On veut toujours plus. Pour moi, l'ambition finale, c'est d'avoir maillé toute la France, principalement. Donc c'est vraiment le but ultime avec Paris en focus. Parce qu'à Paris on peut en ouvrir beaucoup et en fait c'est les premiers, on va pas se mentir, les early adopters sont plutôt centralisés sur Paris et voilà, et faire connaître surtout le goût du thé à la France entière et leur expliquer qu'un sachet Lipton c'est pas du thé. Et comment tu fais ça? Parce que c'est vrai que c'est compliqué en France, tu vois. T'as des gens qui sont pas très... T'as des gens qui vont dire ah, je suis très thé, ou bien une grand-mère, ou bien une femme qui... Je dis n'importe quoi, hein, mais t'as quelqu'un qui boit son thé, qui dit moi je suis traité, j'ai mon thé de qualité, etc. Elle va te montrer un paquet de thé qui est pas Lipton, tu vois, qui est un truc niche, mais qui est pas qualité. Ouais. Comment tu fais pour convaincre? Après tu vas me dire c'est pas ton audience peut-être, tu vois. Mais le succès au final, ça va être si tu réussis à convaincre cette personne en dernier. C'est une question très compliquée et je vais pas dire qu'on a la solution parce que ce serait mentir. Maintenant on teste des choses. Il y a une réalité, c'est qu'on attire beaucoup plus les jeunes que les plus âgés. Alors que quand je fais goûter des personnes plus âgées, j'en connais pas une qui m'a dit c'est pas bon, j'aime pas. Au contraire, on en a même convaincu, ils sont devenus clients. Maintenant, comment tu les amènes et tu les attires? Souvent, c'est des promos locales, gratuités, parce qu'il faut faire goûter la première fois. Donc souvent, les gens, quand ils connaissent pas, si c'est pas gratos, ils vont pas goûter. À part, évidemment, les jeunes goûtent, c'est ça la différence, mais les plus anciens qui ont des goûts bien établis n'aiment pas goûter.
Et donc souvent, c'est à travers des dégustations, des vidéos éducationnelles aussi un peu. On explique ce qu'est le matcha, on explique ce genre de choses et essayer de donner envie à travers ça. Mais c'est pas une science exacte. Donc c'est souvent comme l'entrepreneuriat, on essaye, ça marche pas, on recommence et ainsi de suite. Mais j'ai pas la solution miracle, je l'ai pas encore trouvé malheureusement. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose que tu peux planifier, c'est quelque chose qui prend avec le temps et Oui, tu peux en tout cas, enfin, tu peux pas planifier le résultat, mais tu peux quand même mettre des stratégies en place pour essayer d'attirer, en tout cas pour la première dégustation, parce que dès que tu as goûté Gongcha, c'est rare que t'es pas convaincu. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a aussi il y a un facteur budget, il y a un facteur humain, il y a un facteur les franchisés, il faut aussi qu'ils suivent, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et on n'a pas les moyens de faire ça à la toute berzingue en mettant 50 millions d'euros en marketing et on voit ce qui se passe derrière. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut tune finer. Et maintenant que tu as la position de master franchisé, parce que donc ça fait 3-4 ans, donc tu as plusieurs boutiques qui ont ouvert, qui sont des boutiques de franchisés à qui toi tu as donné, on va dire, la licence de Gongcha. Tu es dans l'envers du décor là. Comment tu le vois? Oui, c'est ça. Comment ça se passe? C'est quoi les positifs? Est-ce que tu pensais que ça allait être comme ça? Est-ce que tu te dis j'étais bien en franchisé? Est-ce que j'aurais bien dû le développer moi-même? Non, c'est que de l'humain. La franchise, c'est vraiment que de l'humain. Honnêtement, je crois que c'est plus dur pour mes équipes que pour moi, parce que moi j'ai eu cette casquette de franchisé. Enfin, j'ai toujours cette casquette aussi de franchisé. Et donc je sais que le franchisé il aime bien se plaindre, c'est normal, c'est la base. Et quand quelque chose ne va pas, c'est toujours la faute au franchiseur, au master franchisé, ce sera jamais la faute au franchisé. Mais parce que je suis aussi comme ça, avec Otakos. Donc tu sais, c'est des relations, je t'aime moi non plus, toujours. Mais parfois pour les équipes ça peut être dur, dans le sens où en fait les équipes elles savent ce qu'on fait en interne. Et ça travaille dur, ça calcule pas ses heures, pour que ça marche et pour que le franchisé fonctionne et soit au mieux. Et parfois, le retour de ça, c'est mais vous faites rien pour moi. Tu vois. Alors qu'ils voient pas tout le travail qui a été fourni derrière. Et même si tu le montres et que tu expliques, mais ça, c'est la nature du franchisé dont je fais partie. Donc il faut pas prendre personnellement ça, il faut essayer de prendre du recul avec ça. Mais je comprends que c'est parfois pas facile et que on a besoin de validation aussi du franchisé, et que parfois ils disent c'est bien ce que vous faites. Et ce qui est frustrant aussi, c'est quand tu donnes tout et que ça marche pas. Ça existe, ça arrive. Bon, quand tu donnes tout et que ça marche pas, que le franchisé a rien donné, c'est pas ta faute. Ouais, mais au-delà de c'est pas de ma faute, t'as pas d'éléments, tu culpabilises pas. Voilà, tu vois, tu dis bon. Mais quand le franchisé a tout donné, que toi t'as tout donné aussi, que ça marche pas, et que finalement, le backfire il est toujours sur toi. Hein, donc le retour de flamme, c'est toi qui te le prends à 100%. Le franchisé, c'est ta faute, c'est toi qui as tout mal fait. Et c'est possible c'est possible. Je veux dire, encore une fois, on évolue, on se remet en question, etc. Hein. Mais quand le franchisé a pas donné de lui-même, tu vois, que tu lui as demandé de faire des actions locales qu'il a pas fait, et que toi t'as fait ce qu'il fallait faire, c'est compliqué. Ok. Pardon. Imagine maintenant, je viens de signer avec toi. Okay. Ouais. Une franchise Gongcha, peu importe que ce soit en France ou en Belgique, mais je suis en stress. Je sais pas, je veux que ça fonctionne en fait. Tu vois, justement, je suis le gars et je vais faire ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. C'est quoi les conseils que tu me donnes? Honnêtement, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'être dans ton point de vente. Donc ça, c'est vraiment... si je suis ce conseil, il y a beaucoup de chances que évidemment, ça parce que tu vas comprendre, si tu es dans ton point de vente, tu vas comprendre pourquoi les clients sont pas contents. Ok, tu as les reviews sur Google, etc., mais c'est pas le même que d'être en face. Tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas servi. Parce que c'est tout ça le service, c'est être servi chaud quand tu prends une boisson chaude ou frais quand tu prends une boisson froide, vite, rapidement, sourire, conseil aux clients, etc. Et ça, si tu n'es pas là, en fait, si tu mets toutes ces étapes en place et que tu as un bon emplacement et donc du flux, il n'y a aucune raison que tu ne fonctionnes pas. Ça peut arriver, mais c'est quand même peu probable. Par contre, si tu n'es pas présent et donc tu t'assures pas que toi, parce que l'employé il fera jamais ton travail, il s'en fout, c'est pas son crédit, c'est pas son truc, bref. Mais si tu t'assures pas de ça, là tu donnes aucune chance en fait, c'est surtout ça. Mais on est d'accord qu'il y a pas, parce que c'est sûr que malgré que tu dis ça, il y a des gens qui vont se dire ah non, moi je vais le faire autrement, je vais pas travailler dedans et je vais faire ça, je vais regarder comme tu dis les avis Google, etc. On est d'accord que tu te mets une grosse balle dans le pied là. Ouais, tu te mets même une balle dans la tête. Ouais, c'est ça. Donc c'est perdu d'avance quand tu fais ça. Évidemment que c'est perdu d'avance. Et tous ceux qui l'ont fait, qui ont délaissé le truc, allez, à 100%, ils se sont plantés. 100%.
C'est même pas... Il y a d'autres facteurs d'échec, hein, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, les gens qui ne sont pas présents, à 100%. 100%. Non mais ouais, c'est vrai. T'as aucune possibilité de survie. Et je réfléchis à moi, mais c'est vrai que même t'es obligé, même quand tu travailles même pas pour toi, c'est intéressant en fait d'être dedans pour apprendre. Donc quand c'est ton business, c'est vraiment Évidemment. crucial en fait. Évidemment. Et même, tu dois comprendre aussi les chiffres, tu dois comprendre... Enfin, tu vois, ils peuvent pas te... Si tu comprends ton business et que tu comprends ce qui se passe dedans, même les employés auront du mal à... Oui. Tu vois. Et surtout, à tu jouer. montres direct que t'es laxiste, tu ouvres le truc, tu Ça, c'est vrai. travailles même pas un jour dedans, C'est les gens ils se disent assez Et fort. au-delà aussi. du laxisme, tu montres l'exemple aussi. Ouais. Tu es présent avec tes employés, tu es là, tu vois, tu fais les boissons, tu parles aux clients, c'est toi qui lead. C'est ça avoir un business. Pas un business passif, alors investir en bourse, quoi. Tu vois. Mais n'investis pas dans un business réel. Ok. On parlait de Gongsha. Tu fais quelque chose C'est-à-dire au Congo. Oui. Tu faisais, on a bien vu, tu t'ennuies vite quand même. Ouais. T'as fait les voitures, tu t'es dit c'est un peu lent. Est-ce que là tu fais quelque chose en parallèle avec Gongsha ou pas Je m'intéresse à des sujets, on va dire. Comme Ouais, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Il y a des sujets sur la médecine. Enfin, Mais c'est rien d'entrepreneurial. Si, mais c'est encore trop embryonnaire que pour... Est-ce que c'est genre, j'ai dit n'importe quoi, récemment j'ai découvert le business de ceux qui louent, tu vois, parce que moi c'est pas des studios que t'appelles ça, là où il y a les dentistes, etc. Ah oui, ils louent des box, quoi. Ouais. Ça c'est oui, c'est des gens qui ont juste créé en fait l'emplacement, et ont mis le matériel, etc. Ils prennent un pourcentage en fait. Oui, c'est des cabinets médicaux où tu loues. C'est ça. Ouais, ça se fait assez souvent, même des gros hôpitaux le font. Oui, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Les médecins ont quand même beaucoup de problématiques dans leur quotidien. C'est des trucs très plus scientifiques et plus... Pas spécialement scientifiques, mais en tout cas, c'est répondre à des problèmes qu'ils peuvent avoir et leur faciliter leur tâche dans leur travail quotidien. Et l'énorme avantage qu'il y a avec les médecins, c'est que beaucoup ne sont pas entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas le temps de l'être. En fait, leur travail leur prend tellement d'énergie et de mental. Mais oui, il y a des sujets comme ça, il y en a d'autres. Enfin, il y a quelques sujets dont je parlerai dans quelques mois, années, je pense. Ok. Mais donc, t'es quand même sur... Oui, je suis très focus Madvision. Ouais. Maintenant, ça ne m'interdit pas Madvision, parce que c'est la première fois qu'on oui, c'est le groupe. C'est le groupe qui comprend Otakos, qui comprend Gongsha. Ouais. Et potentiellement d'autres. Exactement, c'est pour ça que je te dis que je suis très focus Madvision, parce que mon focus c'est pas spécialement Gongsha, même s'il l'est dans Madvision, mais il y a des équipes dédiées sur Gongsha, mais effectivement il y a des marques avec qui mais d'ailleurs à un moment tu avais eu une opportunité, non? Il y avait une marque avec qui tu voulais travailler, oui. qui avait l'air intéressante, et au final ça s'est pas fait. Non, la marque en tant que telle elle était intéressante, le problème c'est que les fondateurs l'étaient un peu moins, donc c'est encore le gros sujet, hein, c'est que tu prends... tu peux avoir la meilleure marque du monde, si les gens derrière sont pas bons et comprennent pas qu'ils sont pas bons, c'est compliqué. C'est marrant parce que Otakos, c'est comme des gens, tu me disais, c'était parti à la cité, etc. Au final, ça a quand même tourné. Oui, parce qu'ils ont eu l'intelligence à un moment donné de vendre. Donc, ils sont restés combien de temps avant de vendre? Quand même un petit temps, non? Oui, mais c'était pas... En fait, il y avait tellement de ventes et de hype que ça tournait tout seul. Mais le back-office... Tu mets 50% de moins de ventes avec un back-office pareil, ça se plante. Ils ont vendu au bon moment et ça a été structuré au bon moment. Ouais, clairement. Bah, ils ont cette intelligence de se dire à un moment donné, c'est trop pour nous. Tu vois, on n'est pas capable. Et c'est un autre métier, moi pareil. Hein, je veux dire, demain, tu as 1000 Gongsha, je ne souhaite pas gérer 1000 Gongsha en fait. Tu vois, j'en suis pas capable. C'est pas mon métier. Il y a des managers qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des gens qui vont faire ça très bien. Moi, je suis entrepreneur, j'aime créer, développer et voir ce qui se passe, mais pas... Après, ça m'intéresse plus, c'est du corporate, c'est pas ce que j'aime faire. Je vais revenir un peu encore, parce que je reste un peu bloqué sur le gars qui avait le Otakos qui fonctionnait bien. Et après 6 mois, il se dit... Parce que comme tu disais, c'était un luxe. Ouais. Mais qu'est-ce qui sépare ce gars de toi? Tu vois? Parce qu'au final, lui, il est rentré en France, c'est un entrepreneur quand même. Oui. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a voulu être entrepreneur, qui a pas fonctionné. C'est un entrepreneur. Ouais, mais encore une fois, c'est paradoxal avec ce que je vais dire parce que je suis dans la franchise, mais quand tu es franchisé, tu es entrepreneur, mais pas trop quand même, tu vois, vu que tu as envie d'un cadre. Ouais, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui nous séparait, tu vois. Moi, j'étais au Congo. Lui, il était le cadre, vraiment, ça existait, mais il n'y avait pas de cadre, tu vois. Donc, oui, donc tu as vu le plus difficile, lui, il est resté dans oui, c'est ça. ski linéaire, on va dire. Exactement. Déjà tracé. Et
lui, je pense que ce qu'il vraiment souhaitait, c'était juste un Un bon bon truc, business. un bon salaire avec sa Mhm. femme. Il fait ses horaires, il vit sa vie, et c'est tout. Et c'est pas ça qu'il a eu. C'est juste ça, en fait. Oui, mais c'est des petites choses. Mais en fait, ça dépend, chacun est différent. Parce que comme tu parlais plutôt de Zuckerberg, etc. Est-ce que vraiment les gens veulent ça parce qu'ils voient la richesse Non, qu'il y ils a? veulent son argent, mais à mon avis, ils comprennent pas le niveau de pression que cet homme doit avoir dans sa vie de tous les jours. C'est pas, je veux dire, Bah, il a pas de. Oui, même les Jeff Bezos, etc. En fait, les gens se font une idée quand t'as pas d'argent que l'argent va régler le problème. c'est vrai. Il suffit. Et je sais plus qui avait dit ça, mais qui disait j'aimerais bien donner 1 million à certaines personnes pour qu'ils voient que c'est pas ça qui va régler le problème. Oui, et puis surtout avoir de l'argent à quelle hauteur aussi. Tu vois, à un moment Mhm. donné, ça n'a pas de sens. Tu vois. Après, c'est ma vision de la chose, mais à partir du moment où tu vis bien, Oui, 600 milliards, est-ce que c'est nécessaire non, comme, pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où tu gagnes bien ta vie et que tu fais quelque chose qui te plaît en gagnant bien ta vie, t'as pas besoin d'avoir même 100 millions. Tu vas faire quoi avec 100 C'est millions? énorme, ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas passer ta journée C'est ça la à faire question du que je jet pose ski à généralement aux Dubaï. gens. Tu sais, c'est ça la question, parce que je lui dis, ok. Ou bien, genre, quand je parle avec des amis, qu'est-ce que tu fais avec 1 million? Je te donne demain 1 million. Ils savent même pas, en fait. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont jamais eu cet argent. Donc, ils savent même pas ce qu'ils peuvent acheter ou ce qu'ils peuvent faire Mais avec. même à un moment donné, tu fais. Même si tu sais quoi faire avec autant d'argent, 1 million, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup et beaucoup, on pas est beaucoup. d'accord, mais je dis ça Mais pour un 100, chiffre. 100 millions, 200 millions, 500 millions d'euros, tu fais quoi de ta vie? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au final, on va tous mourir à la fin. Et tu veux passer ta vie à être à la À chicha masser. et faire Oui. du jet ski et te faire masser? C'est Non, mais ça. c'est vrai, tu vois. C'est quoi? Tu vois, à la fin de ta vie. Il faut un why, un pourquoi tu fais les choses. Ouais, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon d'être, tu vois, mais. Tu vois. Bah, ceux qui l'ont pas, généralement, ils sont dépressifs. Hein. Beaucoup de gens sont dépressifs Ouais, mais dans parce que, l'entrepreneuriat tu sais- à haut niveau, hein, faut pas croire. Hein. Parce que peut-être tu commences pas pour les bonnes raisons. Tu vois? Ouais, et puis je pense qu'aussi, à un moment donné, l'accumulation de pression. En fait, la vraie question, je pense que tous les entrepreneurs, en tout cas qui ont réussi d'un point de vue financier, à un moment donné, se posent la question de se dire, est-ce que toute cette pression que j'ai vaut la peine de l'argent que j'ai? Enfin, tu vois, est-ce que c'est en équivalence? Et souvent, la réponse, je te jure que c'est non. Oui, bah, j'avais vu, tu vois, le gars de Nvidia. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ils lui ont posé la question si tu devais recommencer sachant tout ce que tu as fait, est-ce que tu le ferais? Il a dit probablement non. Bah oui. Mais est-ce que toi, maintenant, tout ce que tu as fait au Congo, sachant tout ce que tu as fait, est-ce que tu referais ou pas tout ce que tu as fait Bon, ou oui, pas? parce que l'aventure, elle est incroyable. Mais. Parce que tu trouves l'équilibre au final. Oui, et puis t'évolues, tu vois, on va pas se mentir, moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, au-delà du fait d'être indépendant, etc., il y avait aussi l'aspect financier qui m'intéressait. Mhm. J'étais jeune, et c'est à force de travail et d'expérience que l'aspect financier m'intéresse de moins en moins. Et c'est pas une question d'avoir ou pas avoir, tu vois, parce que souvent des gens disent ouais, est-ce qu'il a, il va dire mais non, pas du tout. C'est une question de tu comprends de plus en plus c'est quoi l'essentiel. Et tu vois, et je préfère avoir 15 fois moins ou 100 fois moins et avoir ce que j'ai en privé que ne pas avoir ce que j'ai en privé et avoir autant d'argent, tu vois. Après, c'est un prisme, mais il faut le travailler pour le comprendre, tu vois. Et c'est compliqué avec les réseaux, que tout le monde regarde que le positif, les gens montrent que le positif. Mais évidemment, tu vois. Mais les gens ne se rendent pas compte, il y a certaines personnes qui sont un peu plus faibles, on va dire, et qui disent ah merde, tu vois, qui sont un peu plus niais ou tu vois, qui pensent positivement, ils disent pas ah ouais, lui il est parti il est rentré dans un avion qui n'était pas à lui juste pour prendre la photo, sortir et après montrer aux gens. Mais parce qu'on valorise trop le matériel, tu vois. Et tu sais, c'est bête à dire, mais il y a des gens qui roulent en Ferrari, en Lambo, tout ce que tu veux. Moi, dans ma vision, j'ai des investisseurs, pour te dire. Aucun roule en Lambo et en Ferrari, hein, je peux te le dire. Ils sont simples. Ultra simples, ils sont très très riches. Il y en a même un qui m'avait choqué la première fois que je l'ai vu, il était en vieille Volvo. Mais vraiment, hein, tu sais, les vieilles Volvo des années début 2000, comme ça. Et c'est un mec qui est multi-investisseur dans beaucoup de boîtes. Enfin, il est millionnaire, multimillionnaire. Donc faut pas croire, il est pas sur les réseaux. Donc faut pas croire tout ce qu'on voit. Et le problème, c'est pas tant être niais. Je pense pas que c'est être niais, c'est juste ils font des associations. Bah, une Lambo, ça vaut 300 000 euros. Ouais, il a 300 000 euros, mais ça veut dire qu'il a plus, parce que si c'est acheté une Lambo à 300 000 euros. Sauf que la réalité de la Lambo à 300 000 euros, c'est que sur une voiture comme ça, tu as une valeur résiduelle de 50 à 60%. Donc juste pour expliquer, parce que ça c'est vraiment important, il faut que les gens comprennent. La valeur résiduelle, c'est quand tu fais un leasing, justement, donc tu payes par mois un crédit sur ta voiture. J'extrapole, mais c'est pas exactement un crédit, mais pour que les gens comprennent, on va essayer de vulgariser. Sur une voiture comme ça, comme elle a une forte valeur à la revente d'occasion, tu peux ne payer que 50% ou 40% de la voiture. Donc, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est ce que tu vas devoir payer en la fin des 5 ans, ou pas, ou juste tu laisses la voiture au concessionnaire et lui va la revendre. Ce qui n'existe pas avec les autres voitures. Donc avec les voitures de luxe,
t'as ce truc. Donc, déjà 300 000, si tu as une valeur résiduelle de 60%, tu n'es plus à 300 000, tu es à 140 000. C'est beaucoup d'argent, 140 000. Mais plein de gens savent se payer des voitures à 140 000 avec un leasing. Faire la société ou autre. Frais de société, je veux dire, une voiture à 140 000, c'est un Range Rover. Et c'est en lease, c'est pas 140 000 cash. Non, évidemment, c'est splitté par mois, c'est 2000 et quelques euros par mois, on va dire, de mensualité. Ce qui est énorme, hein, mais ce qui est pas ce pas... que les gens pensent quand ils voient quelqu'un qui a une Lamborghini. Mais 2000 euros par mois, tu n'es pas obligé d'avoir 150 millions d'euros sur ton compte pour payer 2000 euros par mois. En fait, c'est ça qu'il faut se comprendre. Donc, il faut pas qu'il soit happé par l'effet à l'eau lumière. C'est beaucoup de gens qui roulent aujourd'hui en Lamborghini ou en Ferrari ou en Maserati, peu importe, peut-être pas Maserati, c'est un peu pas assez luxe, mais ce genre de choses, de ce genre de voiture, ils sont pas ce qu'ils sont, ils sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Ce qui est débile parce qu'ils se définissent finalement que par la valeur financière. Donc, mais évidemment. C'est pas parce que une Lamborghini, n'importe qui dans l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui gagne assez bien sa vie peut s'acheter une Lamborghini en leasing. C'est pas un truc de ouf. Hein. C'est pour ça que les plus riches le font pas. Évidemment, ils comprennent. Mais c'est une charge aussi. Mais attention, c'est une charge pour les gens qui font vraiment du business. Mais pour les gens qui veulent vendre leur image, c'est un investissement. Oui, c'est 2 000 euros par mois. Personal branding, c'est évidemment. Donc la perception, elle n'est pas la même. Que eux, ce qu'ils veulent vous vendre, c'est des formations ou du contenu ou peu importe. Et donc, de ce fait, ils savent qu'en achetant une voiture à 2 000 euros par mois, 2 500 euros par mois, ils ont l'attention des gens. Donc c'est de l'investissement pour eux. C'est intelligent de le faire en vrai. Tu vois. Mais quelqu'un qui fait vraiment des affaires et qui gagne son argent, pas en essayant, je dirais pas d'arnaquer parce que parfois ils apportent de la valeur dans ce qu'ils disent et c'est pas toujours des imbéciles, mais quelqu'un qui gagne son argent en faisant vraiment des affaires, en étant un vrai entrepreneur, lui il le pense comme une charge. Il dit pourquoi je vais aller payer 2 500 euros pour jouer en Lamborghini, je sais même pas mettre un pack d'eau dedans, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vrai, tu vois. Et surtout tu la sors du concessionnaire, elle perd 30-40%. Donc, Et puis à la fin tu as payé 150 000 et tu l'as pas la bagnole, tu la rends au concessionnaire, ils vont jamais payer le reste, hein, tu vois. Donc c'est débile en fait, tu as loué ta voiture pendant 5 ans. Quel est l'intérêt de faire ça? Sauf si ton intérêt, évidemment, c'est de promouvoir. Mais c'est là où on pourrait rentrer dans les détails et analyser tout ce qui se passe sur les réseaux. Ce qui se passe parfois aussi, les bifs qu'il y a entre certaines personnalités. Ouais, mais ça fait monter le. On pourrait en parler pendant des heures. On parle des mythos. Bref, c'est ça. Mais pour terminer sur. Est-ce qu'il y a une question là maintenant que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une question que j'aurais aimé que tu me poses? C'est difficile, hein, parce que tu dois avoir un point de vue sur toi-même. Non, c'est comment j'envisage l'avenir. Comme tu nous as dit. Hein. Ouais. Non, honnêtement, non. Je pense que tu as fait le tour. Top. Merci Rami. Merci Adlan. Merci à toi. Top. C'était super. Merci. Ça va, non? Un petit 2 heures.